My girlfriend and I were in here playing pool. She said I need my cigarettes. I came out to get the cigarettes out of the truck. When I walked out, I saw his legs and everything laying there. Okay. And I thought, somebody got drunk, had too much. I'm gonna get the cigarettes. And I thought about it. I thought, you know what? I'm not even messing with it. I'm just gonna go inside and tell the bar, hey, you need to go out here and deal with this. And I heard him say help. Okay. I came back around this side. I walked up on him. And I saw a puddle. I thought it was vomit. I walked over there. When I got there, I realized it was blood. He said, help, help, I've been shot. Une patrouille a été envoyée sur le parking d'un magasin de boissons alcoolisées parce qu'un homme avait reçu une balle et était dans un état critique. En arrivant, les policiers ont trouvé une victime étendue dans une mare de sang. Elle semblait dans un état critique. À part ça, on ne savait pas ce qui s'était passé. Where did I get shot? We don't know yet. We're still looking, guys. Hey, you bleeding on the bottom there? Just hang in there, brother. Heureusement, il respirait encore et il pouvait nous parler. Il a dit qu'il s'appelait Steve. Are you having any trouble breathing, partner? Every 5 minutes. What I want you to do is just slowly keep taking your breaths in and out. You know how long you've been sitting out here? You guys have papers. I'm in the back of my car, it's unlocked. Back of this car, it's unlocked. Même si Steve était dans un état critique, il fallait obtenir le plus d'informations possible, car on savait seulement que Steve avait reçu une balle. On n'avait pas de témoins, on n'avait pas de suspect, et il fallait l'emmener à l'hôpital. Don't know the name? He says he's an older black male in a tan Have you ever jacket. seen him before? No. Never seen him before? Was he here at the bar tonight? He just walked up on you? La victime nous a dit que le tireur était un noir, plus âgé, qui portait un blouson marron clair. On n'en savait pas plus sur le suspect. Were you at the bar tonight? No. Okay, how old are you? Hey, Lonnie. Yeah. Grab his wallet out of his back pocket. Hey, do you need... Where do you live? I'm taking your wallet out, so don't move, okay? Pendant que les policiers parlaient à Steve, qui était toujours étendu au sol, les secours sont arrivés. San Juan AMR 2136. Single DSW, lost a lot of blood. Yeah, GSW, lost a lot of blood. Where at? Right here. Donnie, like, where's the shot? I don't know. Some in the arm, I think. I don't know about that. All right, I'm gonna grab my car. C'est une situation extrêmement stressante. C'est le chaos. Tout arrive en même temps. La victime peut succomber à ses blessures à tout moment. Mais les policiers font ce pour quoi ils ont été formés. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'analyser. On fait son boulot et on essaie de recueillir des informations. Why don't you pull him back if you don't mind, and let's get his information while he's here. Okay. Yep. And get someone get his information. I'll get his info. Yeah. Hastings, I got your flashlight. I don't want to do that. That's fine. No exit window. I don't know. It looks like he's bleeding a lot out through the mouth, so it might have gone through next to his mouth. I'm gonna Give me that flashlight. call him. Here. Need flashlight. Guys, get out some. He's going in a shot. Okay. La priorité numéro 1, c'est la victime. Quand les secours arrivent, tout change très vite. Il faut préparer la victime pour l'emmener aux urgences.
Okay. Partner, you just still sit still, okay? That's Mr. Room there. There's your ground that came through right there. Okay. We don't have an exit as far as I can tell until we turn him over. All right. And we can look at the bottom. Here, are you still with us? Yeah. There's nothing, Okay. there's nothing. Looks fine. Yeah. Partner, all we're doing is rolling. Don't you I got move. lights. Let us do it. Still. No, I know, got you, I know, bud. I We got got you. you. Don't move. Put your arm down to your side. Thank you. Put him on your waist, bub. Grab a hold of your belt. There you go, just like that. Enough pressure. Are you able to breathe? Okay. Okay. Get I'm back. gonna roll him on a board. Father's come on the board. Okay. Keep breathing. Relax. Okay. Do you want a board or no? Steve était dans un état critique. On ignorait la gravité de sa blessure. On savait qu'il avait perdu beaucoup de sang, mais on ne savait pas s'il allait y rester. Hey. Are you with me, bud? Are you with me? Relax and open your eyes. Turn you. Relax, relax, relax. It's going to be a little bumpy just for a moment. I've already called St. Mary's, told them they're going to be on your way. A little bumpy just for a Hang moment. on, this one's underneath. We're getting you on a this board. one. They're going to be underneath. All right, 1, 2, 3. Slow down, guys. Steve a dit que la voiture de son père avait été volée pendant l'agression. Il a dit aussi qu'il n'avait plus son portable, qu'il était dans la voiture. Now, we're working on information. Red Sonata. It's supposed to be this guy's dad's car. We'll work on getting the registration for it. À ce stade, on voulait savoir qui était son père, quel était son nom. Si on avait ce nom, on pouvait obtenir l'immatriculation de la voiture et on pouvait lancer un avis de recherche pour essayer de retrouver le tireur. Open your eyes. What kind of vehicle? What kind of vehicle? Red Sonata. What year? Do you know? 1, 2, 3. Got it. He's got the light. He's got the light. You're fine. We're fine. Keep breathing. Help your mouth. Breathe. Keep working. This is a shooting, and the guy stole his car. DOL for a red Honda Sonata. At this time, I do not have a year for the vehicle itself. Let's get his dad's information. We can get a plate. I got it. I got it. Do I? Yeah. Yeah. Hey, Steve, what's your dad's name? Come back. Okay, go up now. Go up. You're good. Up and there you go. Ryder. I will take one, yes. Hey, if you guys can get his dad's name at all, if you can't, I understand, but that way we can get a plate number for the vehicle. But His dad's? His dad's name. What's your dad's name? Scott. Steve a été emmené à l'hôpital. Les choses se sont calmées un peu, parce qu'on savait que la victime allait recevoir les soins dont elle avait besoin. This property right here? Yes. Is there a way to access these cameras that we'd be able to see? Yes, it is. Okay. Un aspect important d'une enquête, surtout de nos jours, c'est d'obtenir des images vidéo. Par chance, le crime s'était produit à un carrefour important. Donc on a pu obtenir des vidéos du parking et voir ce qu'il s'était passé. Les techniciens scientifiques ont rassemblé les images de la vidéosurveillance et ils les ont rapportées au commissariat où elles ont été examinées par les enquêteurs. Les images du parking montraient la voiture rouge conduite par Steve qui arrivait sur le parking. Peu après, ce qui semblait être un homme noir plus âgé, avec un blouson marron clair, est entré dans le champ de la caméra. Ça correspondait exactement à la description donnée par Steve. Quelques minutes plus tard, on voyait la voiture rouge quitter le parking. C'était un renseignement très important. On est parti du principe que c'était lui, que c'était le tireur qui avait été décrit par Steve. La priorité était désormais de l'identifier. Il fallait retrouver ce type.
Grâce à la description du tireur fournie par Steve et grâce aux images de la vidéosurveillance, on était convaincu que c'était le suspect qu'on voyait dans la vidéo. Le lendemain, on a eu la bonne nouvelle. Steve avait survécu. C'était une blessure très grave à laquelle peu de gens auraient survécu. Par chance, il s'en était sorti. Mais on devait quand même élucider cette affaire le plus rapidement possible. À ce stade, les inspecteurs ignoraient l'identité du suspect. Donc il fallait retourner parler à Steve à l'hôpital pour obtenir davantage de renseignements. Les inspecteurs sont allés aux urgences dans l'espoir de découvrir le nom du tireur ou d'autres renseignements utiles. Mais les choses ont commencé à changer. Steve nous a raconté toute l'histoire. Il a fait preuve de franchise. Il a avoué qu'en réalité, c'était un deal qui s'était mal passé. So, I'm gonna tell you basically that night, okay? You told us that you went there to sell this guy dope, marijuana. Yes. Okay. Who set up this meeting? Jaleel. Okay, Jaleel. Did you guys meet up at Walmart that time? Yeah. I think so. Yeah. Steve a dit aux inspecteurs que le deal avait été organisé avec une de ses connaissances, un certain Jalil, à qui il avait vendu de la marijuana dans le passé. Et ce Jalil, pendant la conversation, lui a dit « Je connais un mec qui voudrait t'acheter de l'herbe. Il s'appelle Jeremiah. » When did he say anything about Jeremiah? What was the context of that conversation? He said, I have a buddy that needs some, so I said, yeah, it was okay. And then Jaleel said that he sent him my number. I was like, okay, that's fine. So I said, yeah, it was okay. And then... Is that it? I mean, and then he shot me, so like... No, I got you, Brandon. I just mean when I say that's it, is that the context of that conversation with Jaleel? I mean, yeah, I was already cool with them, and he was like, yeah, I'm cool with them too. And he just wanted to give him your number. I think so, yeah. Did it seem weird that he wouldn't just score from you because you know him and then hook his buddy up? Or did it just seem okay? I mean, did he... Donc Steve pensait rencontrer un ami de Jalil appelé Jeremiah pour lui vendre de la marijuana. Did you see him when you pulled in, or was... I texted him saying, he said, okay, be there in 2 minutes. I said, okay. Was the car locked? It was locked until I saw it at the last second. I just locked it real quick. Okay. All right, so is he completely in the car, or is his feet still outside, or do you know? His feet were still kind of outside the car, like... Are you turned around looking at him, or are you looking at I did for a second, I saw the gun, and I just I looked forward and just froze for a second, and then a second or two later I heard a gunshot, and then I heard another gunshot, and I felt my body just, I don't know, like almost levitate off the ground or something, I don't know. I knew I had been shot. I didn't remember anything after that. Steve a dit aux enquêteurs qu'il y avait un ami à lui dans la voiture, Christopher Ruffling, qui avait peut-être été blessé par balle. Ça changeait tout. I didn't know if Chris got shot by the first shot or if he just shot up into the air or what happened. But I know I got shot, and that's all I could focus on. Ça a complètement changé le déroulement de l'enquête. On avait une autre victime, peut-être décédée ou gravement blessée. Okay. Do you remember what happened then? I got shot. I laid there for a second so I couldn't move, and then I felt my head slam on the concrete. When you say you lay there, are you talking about in the car? Yeah, I was just sitting in the car. Okay. And then you felt your head hit the concrete? Yeah, I felt my whole body had had slam into the concrete. Do you remember if you opened the door? He drugged me out. Okay. Was he saying anything at that point, or do you recall? I don't remember hearing anything at all. Okay. I just remember hearing a loud bang, and that was about it.
Do you still, I mean, do you remember the car driving off? Yeah, because I hit the ground, and there's no reason for me to just be pulling out the car unless he's stealing it. Then I was right next to the car, so I laid there. I could move. My head would move. My arms would move. And finally, I don't know how I moved my head, but I turned and see Chris was there, and he was gone too. So the car and Chris was gone. On est passé en alerte maximale. On cherchait une autre victime. Steve nous avait dit qu'il pensait que son ami Christopher avait été touché. Il fallait retrouver cette voiture. C'était capital. Il fallait la retrouver immédiatement, car une autre personne était peut-être en danger. Christopher avait de multiples facettes. Il était très timide au début, mais une fois sorti de sa coquille, il était vraiment très drôle. Christopher et moi, on suivait des cours d'arts martiaux mixtes. Il adorait ça, c'était sa passion. Et il était très motivé pendant les cours. On avait 10 ans de différence d'âge. Mais je suis très expansive. Et je pense que ça lui plaisait. Ça faisait ressortir son côté blagueur. Et on s'amusait bien en cours tous les deux. Christopher était fun, chaleureux, attendrissant. Jamais j'aurais pensé qu'un truc pareil lui arriverait. Je n'y ai pas cru. Pour moi, toute cette histoire était absurde. Ce n'était pas le Christopher que je connaissais. Steve ne savait pas lequel des deux suspects, Jalil ou Jeremiah, était le tireur. Mais dans l'immédiat, la priorité était naturellement de retrouver Chris. L'urgence, c'était de retrouver Chris. Toutes les patrouilles ont reçu la description de la voiture volée, dans laquelle se trouvait peut-être une deuxième victime. On a diffusé cette information le plus tôt possible. C'était crucial pour localiser le véhicule. On ne savait pas où était Christopher. On ne savait pas comment le contacter. L'étape suivante était de contacter un membre de sa famille. On a réussi à joindre son père. Des enquêteurs se sont rendus chez lui dans l'espoir d'entrer en contact avec Christopher. Mr. Haefling, is it okay? Yes, sir. Is it okay if I step in, sir? Yes, sir, go ahead. Okay, thank you. Yeah. I need you to go to the other room, please. I apologize, thank you. Oh, no, that's okay. I just get where I sleep. I work out of St. Mary's. I might even send you out your Okay. Yeah, what do you got? Are you related to Chris? Yes, I am. Okay. What's your relationship? Son. Okay. Do you know, is he here? Chris is not here. He drives a red truck. He's not here. Okay. Does he stay here with you on a regular basis? He comes and goes. He's got a friend at an apartment. Why has he done something? Well, we don't know. Okay. There's another gentleman that's been shot, and all they can get out of him is that Chris was possibly with him, and that he possibly was shot. So we're trying to locate him to find out if he has been or not. Do you know how to... I can call his cell phone. You want to do that? Yes, please. You said that he goes to a friend's house? Yeah. Can I come with you, sir? On parlait à un proche d'une possible victime, et on ignorait toujours ce qu'il était arrivé à Christopher. Donc il y avait un équilibre délicat à trouver entre ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire à la famille. On ne voulait pas alarmer le père outre mesure, même si on savait que son fils pouvait être gravement blessé. En même temps, on devait parler franchement à la famille, parce qu'on avait besoin de réponses franches. Just ask him where he's at and if he's okay. Fine, man. Okay. Okay. I've never had anything. I'd be really shocked myself, if he was in something, I'd be. Please leave your message for... Hang up right now.
I'm Matt Taylor, okay? If he calls, if he gets in touch with you, just, like I said, the other person that was shot said that he thought that your son Chris had been shot also. So. Chris didn't do it? No, sir. No, we think Chris may have. Oh, he might have been on the receiving end too. Yes, sir. I mean, he's a good kid, so, Okay. Well, like I said, we're just going off limited information. So. Well, I appreciate it. So then if I hear anything, I will let you. Just call 911. Tell Officer Matt Taylor came by. Le temps passait et les enquêteurs se disaient qu'on avait de moins en moins de chances de retrouver Christopher vivant. Il fallait vraiment aller le plus vite possible, parce que si on ne le localisait pas, il ne survivrait pas. L'enquête se poursuivait. Maintenant qu'on avait une idée plus précise de ce qu'il s'était passé, on voulait avoir accès au relevé du téléphone portable de Steve. On ne savait pas où était le téléphone, probablement dans la voiture volée. Donc le relevé pouvait nous en apprendre beaucoup. Au départ, Steve a hésité à donner aux enquêteurs l'accès à ses relevés téléphoniques. Et puis il a accepté de coopérer, et les enquêteurs ont demandé un mandat pour pouvoir utiliser les infos dans ce relevé téléphonique. Une des choses que nous a montré le relevé téléphonique, c'est le dernier emplacement connu du téléphone de Steve. Il se trouvait vers Washington Avenue et Lombard Avenue, une zone résidentielle où il ne se passe pas grand-chose et qui est à 5 minutes du lieu du crime. On a fouillé la zone le lendemain matin en espérant tomber sur la voiture volée. Les policiers ont commencé à chercher. Et très vite, ils ont trouvé la voiture dans un garage, la Sonata rouge. À l'intérieur, ils ont découvert la victime, Christopher, sur le siège passager. Il avait reçu 4 balles. Il était mort. L'affaire a connu un nouveau rebondissement. On avait eu une tentative de meurtre, on avait eu un vol de véhicule, et maintenant, on avait un homicide. Je l'ai appris aux infos. Au départ, ils n'ont pas cité de nom, donc je ne savais pas qui avait été tué. Mais ça a été révélé plus tard, et j'étais sous le choc. J'ai ressenti de la colère, j'avais beaucoup de questions. Je ne comprenais pas pourquoi on avait pu lui faire ça. Chris était quelqu'un de merveilleux. Pour moi, c'était quelqu'un de merveilleux. Et mettre fin à la vie de quelqu'un de cette manière-là, c'est affreux. Franchement, j'ai toujours du mal à y croire. C'est irréel. Ça ne me semble pas vrai. Je me dis, oh, je vais le croiser un jour ou l'autre. Je vais lui tomber dessus dans un magasin et il va me dire, « Salut Bridget, ça roule ?» En fait, je n'ai juste pas envie d'y croire. Christopher était jeune, il avait la vie devant lui, et quelqu'un lui a volé cette vie. On a reçu l'information que Steve allait survivre à ses blessures. On avait accès à son relevé téléphonique, qui était une excellente source d'information. Le relevé du téléphone de Steve s'est avéré extrêmement important dans cette affaire. Il a permis de confirmer ce qu'il nous avait dit. Il communiquait par texto avec Jalil sur la vente de marijuana à ce Jeremiah. On a aussi découvert, grâce à ce relevé, que le nom complet de Jalil était Jalil Fellows et que le Jeremiah, qui était censé acheter de l'herbe à Steve, s'appelait en réalité Earl Martin. Des recherches sur cet Earl Martin nous ont montré qu'il était en libération conditionnelle et qu'il avait déjà été impliqué dans un vol à main armée. Ça confirmait son implication possible et ça correspondait parfaitement à ce qu'il s'était passé ce soir-là. À ce stade, on avait 2 victimes. On avait un meurtre, une tentative de meurtre et un vol. On avait 2 suspects, Jalil Fellows et Earl Martin, qui se faisait appeler Jeremiah, mais on ne savait toujours pas qui avait tiré.
La prochaine étape pour les enquêteurs était de lancer un avis de recherche pour les 2 suspects. Earl Martin avait un casier bien rempli. Il avait été arrêté plusieurs fois. Comme il était en conditionnel, il était tenu de déclarer où il habitait. Donc on savait où le chercher. Il était chez lui. Il a accepté de venir au commissariat pour être auditionné. Hey, I'm Dave with the police department, okay? I'm Dave. I'm sorry. I understand. A lot of times the guys that bring you in here, they don't know what's going on, man. They're just told to bring somebody in. I don't know, you know. I understand you're probably frustrated. I don't know how long you've been sitting around. Yeah, for a while. Okay, all right. Well, can I do anything to make you more comfortable? You good? Just tell me what I'm charged with. Okay. Well, you're in a locked facility. You're talking to me, okay? So I gotta read you Miranda on this, okay? Yep. You understand that? You Yep. understand, right? You wanna talk to me? I just want to know what I'm being charged with. Okay. You wanna talk to me then? Yep. Okay. Yeah, go ahead. Man, I'm here to talk to you about some stuff that happened last night. Okay? You want to tell me where you were last night? Well, you want to tell me if am I being charged with anything? I can't tell you one way or the other right now. That's why we're talking. Okay? I think you would know. I mean, you're a detective. You've been doing this for a while. You know I've been in the system. I know you're, man, listen, I know you're not dumb. I seen that you have, you know, a prior for strong arm and stuff like that, so I'm not trying to play you for a fool. I know you know how the game works. Okay, so I'll be in charge, in other words. That's why we're here talking. That's why I want to talk to you. All right, well then listen, better. The bottom line is this. Last night, some stuff happened, okay? And it didn't happen in the best spot. There's cameras everywhere. There's a lot of moving parts, okay? And that's how I literally come knocking on your door today, all right? I've been working on this all night. There's a lot of stuff going on. I would like to have your side of the story, you know what I'm saying? Because there literally is 2 sides of every story. But you have to be willing to tell me your side of the story for me to hear it. Yeah, I think if I'm being charged with something, I better have an attorney. I just think that's for the best. I don't really exactly know what you're talking about, so go ahead and charge me and I'll figure it out when I go to court. Okay. Sit tight, man, when we talk with you, okay? All right. Dans ce métier, on sait tous qu'un suspect peut se retrancher derrière un avocat. C'est son droit. C'est frustrant, c'est décevant, mais c'est comme ça. Il faut continuer à enquêter. On On a lancé un avis de recherche qui a été publié sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les chaînes d'infos ont aussi mentionné que la voiture avait été retrouvée et qu'il y avait eu un homicide. Donc, Jalil savait que la police le cherchait. Peu après, sa mère l'a emmené au commissariat pour qu'il parle aux inspecteurs. Il est venu de son plein gré pour prendre les devants et pour nous parler. Hey, Dave Smith, man, from the police department. I'm a detective, okay, but glad you came down here, man. I really am. Speaks a lot about you. You got your mom with you? Yeah, gotcha. I respect the fact and I appreciate the fact you came down here on your own. It says a lot. On voulait entendre la version de Jalil. On ne lui avait pas encore parlé. On voulait savoir ce qu'il avait à dire. On avait des textos du téléphone de Steve, donc on avait des infos qu'il ignorait qu'on avait. On espérait que Jalil nous apporte les éléments manquants dans cette affaire. I imagine this is a emotional time, man. You know what I'm saying? But I think we're getting off on the right foot because you came to see me. And I'm glad you did. It's, like I said, at this point, it speaks pretty highly of you. Do you know why you're here? Okay. Tell me about it. I've seen that you guys found a car or something in a river on the news. Well, I didn't see it, but my mom was telling me about it today, so I kind of think it has something to do with that. Okay.
Jalil nous a dit qu'il connaissait Steve et qu'il lui avait déjà acheté de la marijuana et qu'il l'avait mis en relation avec Earl pour que Steve et Earl puissent se voir et faire ce deal. Jalil nous a raconté tout ça, mais il a dit qu'il n'était pas au courant de l'homicide. I read that was a little report on the internet, and then I was like, it just threw me for a loop. I'm sure it was a gut wrencher, man. Is that why you and your mama? Yeah, we're just, yes. And, like, I don't even know what to say. Did you know that Earl's capable of something like this? I mean, I really didn't know Earl. I mean, that's what, I really didn't know him. I mean, I've talked to him at work, kid around, but nothing about no robberies or nothing like that. Just know this, Jalil, that honesty at this point is important, man. It's valuable. You know what I mean? Honesty is valuable. I had no reason to believe that you're a horrible person, okay? And then you confirm, listen, my job is to read people, you know what I'm saying? And then I meet you in the context that I did, which is gonna look good on you, you know what I'm saying, which is good. And you're being honest with me thus far, you know what I mean, which is awesome. You're basically showing your character, and I respect the shit out of that, man. En parlant avec Jalil, on a senti qu'il y avait anguille sous roche. On s'est dit qu'il devait être complice du vol. Ça se voyait à son langage corporel. Il ne tenait pas en place. Il bougeait les jambes sans arrêt. Il était plus impliqué qu'il ne le disait. I got all the text messages, man. Okay? And that stuff, at this point, man, I just gotta wonder, like, did you know this robbery was gonna turn out to be murder, man? You know what I'm saying? Did you know? I didn't know it was gonna be a murder. I didn't know. I like to think that. I really didn't. Okay. I didn't. So the robbery, let me just say this, man. Earl, okay, he hits these two punks for dope. He takes their weed. That's a small drop in the bucket to murder. I mean, how do we jump from hitting these two kids for their weed to murder? You know what I'm saying? I don't. You did, so you did not know about the murder. I don't know about no. I didn't know. I seen it on the news like everybody else. Did you think he was legitimately gonna just hit these kids? I didn't know. And steal their dope? I don't know what he was gonna do. I don't know. I'm not. Do I need a lawyer? That's all I need to know. Do I need a lawyer? Because it seems like you're trying to blame me for. No, I'm not trying to blame you. Because, like I said, I can't. Jalil, I'm not trying to blame you for anything. I'm trying to find out the truth. On lui a mis la pression pour obtenir plus d'informations parce qu'il minimisait son implication. On le savait. Mais quand on a commencé à lui dire qu'on voulait qu'il nous en dise plus, il a décidé de se taire. C'est toujours un équilibre difficile à trouver. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on n'en dit pas trop ou pas assez? Dans ce cas précis, je pense qu'il savait qu'on en savait plus que ce qu'on disait. Il l'a senti et il a décidé de ne plus rien dire. I want to protect myself, but Okay. Is that how you want to do it? I mean, you're blaming. I mean, I'm not. Okay. I don't know what you're trying to get. You're blaming. No, Jalil, I'm not blaming you, man. I just wanted your side. I wanted the truth. That's it. That. We were on a good move. We were doing good things. That's cool. If you want to lawyer, we'll arrange it. Okay. So just sit tight, and I'm gonna step out. On se retrouvait dans une impasse. Jalil ne voulait plus nous parler. Earl ne voulait plus nous parler. C'était à nous d'établir ce qu'il s'était passé et d'identifier le coupable. Le temps pressait, on devait agir. On avait 2 suspects en garde à vue, mais ils refusaient de nous parler. On a obtenu un mandat pour perquisitionner le domicile de Earl Martin. On cherchait des indices, des vêtements, des armes,
du sang, des empreintes, tout ce qui pouvait le relier à la scène de crime. Et la perquisition s'est avérée cruciale dans le déroulement de l'enquête. Des vêtements avec du sang ont été découverts chez Earl Martin. Ils correspondaient aux vêtements aperçus dans la vidéo de surveillance, notamment le blouson marron clair. On a aussi découvert un sac contenant un pistolet 9 mm, de la marijuana et également des munitions non utilisées, des balles. Tous ces éléments ont été envoyés au labo. L'analyse a confirmé que le sang sur les vêtements était celui de Steve et que le pistolet et les balles correspondaient aux douilles qui avaient été retrouvées sur les lieux du crime. Les enquêteurs ont aussi obtenu des mandats pour les téléphones portables de Jalil Fellows et de Earl Martin. Les informations recueillies dans ces téléphones ont prouvé à 100% que Earl Martin et Jalil Fellows savaient tous les deux qu'il y allait avoir une tentative de vol. Le plan était de voler à la fois l'argent et la marijuana de Steve. Mais c'est Earl Martin qui avait tiré. Tous ces éléments qui avaient été rassemblés nous ont permis de mettre en examen Earl Martin et Jalil Fellows. Environ 6 mois après le crime, Jalil a demandé à parler aux enquêteurs au commissariat. Jalil savait que le procès d'Earl Martin pour homicide approchait. Je pense que Jalil voulait éviter une peine trop lourde. Donc, il est venu au commissariat avec son avocat et il a raconté en détail tout ce qu'il s'était passé avant que l'affaire ne passe en jugement. Jalil, really, I'm perfectly okay with just basically starting from the beginning. We discussed before your relationship, how you knew Earl Martin. You know what I mean? And I don't doubt you told me 100% the truth on everything. I don't have any reason to doubt that. But with that said, if anything is different, it's okay. It's not a big deal. Don't feel like, you know, I gotta stick to my guns because I've already told him something once, okay? Don't worry about that. Don't even think about it. So if you would, man, just start me with how you met Earl, and we'll just work our way forward to the end. I met Earl at work. I was his boss. He was a pretty good worker for me, and like we just kind of just talked about stuff with like kids and stuff like that. We really didn't talk about much. But then we started talking about like trying to find out a way to get some quick money or whatever. And that's how it came up on the robbery scheme. And he asked me if I knew anybody, and I told him no at first, but then I really did know some people. So then I thought about it, and I just sent him a text saying that we could hit up my plug or whatever. And that's whenever the plan got into motion, I guess. I told him we could hit him up. If I had to ask him if I could get out his number first. Donc, Jalil a avoué son implication dans le vol. Il a dit qu'il avait mis Earl en contact avec Steve, mais qu'il ignorait qu'Earl avait l'intention de tirer sur qui que ce soit ou d'assassiner Christopher. C'était une déclaration importante pour nous. Okay, do you remember having just a communication with him other than the text messages? If you did and don't remember, I get it, but I just want to know what you remember. I really don't. I couldn't tell you. The only thing I remember was the text messages that we were sending, and then he told me that he asked if he could call me, and I said yeah in one of the text messages, and then he called me. He's like, you'll see. He's like, stuff went bad. You'll see it on the news. That's all he said, and then we hung up, and that was the last we talked. Okay. Okay. So that was afterwards. Yeah. I see the text. I know the text happened afterwards because he just like stuff went bad and you'll see it on the news. That's basically what he told me, and then I seen it on the news like where it kind of happened or whatever. So that's how I really figured out like what was going on. Pour les crimes commis sur Christopher Huffling et sur Steve, Earl Martin avait été inculpé de meurtre, de vol avec violence, de tentative de meurtre avec une arme à feu et d'enlèvement avec vol de véhicule. Earl Martin a été déclaré coupable et condamné à 135 ans de prison.
Jalil Fellows a plaidé coupable de vol et il a été condamné à 5 ans de prison. Ce soir-là, Steve et Christopher se sont retrouvés face à un criminel endurci. Earl Martin était dangereux. Il avait plusieurs fois fait de la prison. C'était un habitué du système judiciaire. Mais Jalil, même s'il a minimisé son implication, avait tout organisé. Il savait que Steve et Christopher allaient se faire dépouiller. Ils se sont vus sur le parking. Earl Martin est monté à l'arrière de la voiture et il a immédiatement tiré sur Steve et sur Christopher. Steve a pu sortir de la voiture et survivre. Malheureusement, Christopher n'a pas eu cette chance. Les enquêteurs ont fait un travail excellent. On avait très peu d'éléments au départ. On n'avait pas de témoins, on n'avait pas l'arme du crime, on ne savait même pas où était l'autre victime. On avait juste une personne qui nous donnait des infos et des images de vidéosurveillance. De nombreux policiers se sont impliqués dans l'enquête. Chacun s'est concentré sur un aspect spécifique pour réussir à couvrir tous les angles de l'affaire et à savoir ce qu'il s'était réellement passé. Dans ce genre d'affaires, pour réussir à coincer les coupables, tout le monde doit être sur le pont. Beaucoup d'enquêteurs doivent collaborer. Et tout le monde a fait du super boulot. J'avais beaucoup de questions sans réponse quand c'est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est tombé sur lui? Franchement, j'ai toujours du mal à y croire. C'est irréel. Ça me semble pas vrai. Je me dis, oh, je vais le croiser un jour ou l'autre. Je vais lui tomber dessus dans un magasin et il va me dire, salut Bridget, ça roule? En fait, je n'ai juste pas envie d'y croire. Je pense qu'on ne peut jamais complètement tourner la page quand on a perdu quelqu'un. On apprend à gérer le deuil et tout ça, mais on a toujours dans un coin de sa tête la pensée que la personne est toujours là. Il y a des affaires criminelles qui restent enfermées dans leur époque, comme si elles appartenaient à une saison révolue. À une ville disparue, à un vieux journal jauni dont place personne ne soulève les pages. Et puis il y a celles qui continuent de respirer longtemps après les fêtes, celles dont les noms reviennent dans les conversations, dans les livres, dans les documentaires, dans les cours de psychologie, dans les débats sur la peur, le courage, la foule, la solitude. L'affaire Kitty Genovese appartient à cette seconde catégorie. Parce qu'au-delà du crime lui-même, au-delà de la violence brute, de l'horreur immédiate, elle touche à quelque chose de plus troublant encore. L'idée qu'une grande ville peut être pleine de monde et laisser pourtant quelqu'un mourir dans une solitude presque irréelle. New York. 1964. Une ville qui ne dort jamais. Dit-on, comme si que des formules suffisaient à résumer sa grandeur et sa brutalité. Une ville électrique, vertical, nerveuse, traversée de sirènes, de néons, de passe-presses, de portes qui claquent, de conversations étouffées derrière des murs trop fins. Une ville qui promet la liberté à ceux qui veulent recommencer leur vie, gagnent leur indépendance. Devenir quelqu'un, une ville qui donne du travail la nuit. Des lawyers cheers, des rues pleines, des voisins qu'on croise sans les connaître, des visages qu'on oublie avant même d'avoir tourné les coins du pâté de maison. Une ville immense où l'homme peut exister intensement pendant des années et naître, pour la plupart des gens, qu'une silhouette parmi d'autres dans le flot. C'est dans cette ville-là que Catherine Genovese, que presque tout le monde appelle Kitty, avant cette nuit de mars. Elle a 28 ans, elle travaille dur. Elle a cette vie de celles et ceux qui finissent tard, qui rentrent quand d'autres dorment déjà, qui connaissent le visage particulier de la nuit urbaine, non pas la nuit de fête, mais celle de l'après, celle où les trottoirs se vident,
ou la fatigue devient physique, ou l'on ne rêve plus que de rentrer chez soi, d'enlever ses chaussures, de fermer la porte derrière soi, de retrouver un espace familier, protégé, minuscule peut-être, mais sûr. Il y a dans ces moments un relâchement presque dangereux, on sait quoi déjà arrivé. On pense au lit avant d'avoir franchi le seuil, on baisse sans le savoir sa garde intérieure. Parce que l'esprit est déjà à l'intérieur du foyer alors que le corps, lui, est encore dans la rue. C'est peut-être cela qui rend certaines tragédies si cruelles. Elles se produisent dans les toutes dernières secondes avant le refuge, pas au milieu d'un désert, pas dans un lieu isolé, pas loin de tout, mais presque à la maison, presque sauvé, presque sorti d'affaire, à quelque espace sous les mains de l'endroit où l'on aurait dû pouvoir disparaître dans la chaleur ordinaire d'une nuit finissante. Kew Gardens, dans le Queens. N'a rien d'un décor de cauchemar au premier regard. Ce n'est pas une ruelle de cinéma noyée dans un brouillard expressionniste. Ni un terrain vague perdu aux marges d'une ville hostile. C'est un quartier résidentiel? Des immeubles de briques, des entrées modestes, des fenêtres, des rideaux tires, des cages d'escalier, des gens qui dorment. D'autres qui lissent encore un peu avant d'éteindre, d'autres qui se retournent dans le lieu lit en entendant un bruit sans savoir s'il vient de la rue, du chauffage, d'un voisin, du vent ou d'un rêve déjà mal formé. C'est précisément ce cadre presque banal qui rend l'affaire insupportable. Parce que tout y évoque la proximité de la vie ordinaire, parce qu'il ne s'agit pas d'une haileuse menaçante. Parce qu'aucun décor ne prépare le spectateur, aucun paysage ne lui dit « Ici, le Mile Road ». Non, ici, toute l'apparence du quotidien. Et c'est souvent ainsi que l'horreur entre dans les récits qui marquent une génération. On passe précédé de musique dramatique et de signes avant-coureurs, mais glissé dans les interstices d'un monde parfaitement reconnaissable. On imagine le froid de cette fin d'hiver new-yorkaise, l'air sec. La morsure qui persiste malgré l'approche du printemps, les lumières qui découpent des zones jaunes sur le trottoir. L'ombre place dans son trait de voitures garées, la fatigue qui ralentit un peu les gestes. On imagine aussi le silence relatif de l'heure, si silence trompeux des villes qui ne s'étaient jamais vraiment. Mais qui changeant simplement de fréquence, place de foule, place de bavardages massifs, seulement des restes. Un moteur au loin, une portière. Une radio étouffée derrière une vitre, le frottement d'un manteau. Un pas plus rapide qu'un autre, et puis, quelque part dans cet équilibre fragile, la sensation que quelque chose se dérègle. Au commencement des tragédies les plus saisissantes, il y a souvent cette seconde presque impossible à raconter. Cette fraction de temps où une personne comprend sans encore vouloir y croire. Quelle n'est place dans le rythme normal du monde. Quelqu'un approche trop vite. Quelqu'un insiste. Quelqu'un n'a pas la démarche d'un passant ordinaire. L'air semble se contracter. Le corps le sait avant les mots. Et c'est à ce point précis que le récit bascule. Pas encore dans la mort. Pas encore même dans la certitude du drame, mais dans la déchirure de l'ordinaire. Kitty Genovese n'est pas encore, à cet instant. Un nom de dossier, un titre de presse. Une affaire nationale. Elle est simplement une femme qui rentre. Une femme fatiguée. Vivante? Réelle, avec ses habitudes. Ses lignes, ses pensées du moment. Peut-être dérisoires, peut-être intimes. Peut-être perdues à jamais. Et c'est une chose essentielle à rappeler. Parce que les grandes affaires, avec les temps, dévorant les personnes qui se trouvent en lieu centre, le symbole remplace le visage. La légende remplace la respiration. Le débat public remplace la chair. Kitty Genovese devient alors un point de référence, un exemple, un cas presque en notion abstraite.
Or, avant d'être tout cela, elle est une existence concrète, singulière, irreplaceable. Une femme dont la vie ne demandait pas à devenir une démonstration morale pour l'Amérique entière. Une femme qui ne savait pas, en avant converse chez elle. Quella est entrée non seulement dans l'histoire criminelle, mais dans l'histoire culturelle, psychologique et sociale de ce siècle américain, car si qui donnera à cette affaire sa portée démesurée. Si n'est pas uniquement les crimes, d'autres crimes ont été plus longs, plus sauvages, plus complexes, plus mystérieux, non. Ce qui va faire de cette nuit une fracture durable dans la conscience collective, c'est ce qu'elle semblera raconter sur les autres. Sur ce qui est là, autour, audacieux, derrière les murs, derrière les vitres, dans les étages. Dans cette géographie invisible de la proximité humaine, il y a des affaires où toute la lumière se concentre sur les tueurs. Ici, très vite. Une deuxième question surgit et finit presque par éclipser la première. Qui a entendu? Qui a vu? Qui a compris? Qui a bougé? Qui n'a pas bougé? Qui a hésité? Qui se trompe? Qui s'est dit que ce n'était peut-être rien? Qui a pensé que quelqu'un d'autre allait intervenir? Qui a fermé les yeux? Qui a regardé ailleurs? Qui a repoussé de quelques minutes la décision d'agir et combien peut coûter une minute lorsqu'une vie se défait dans la nuit? Voilà ce qui fait de l'affaire Kitty Genovese quelque chose de plus dérangeant qu'une simple fête d'hiver sanglante. Elle ne confronte pas seulement le public à la violence d'un homme. Elle le confronte à la question du soi moral. À partir de quand sommes-nous responsables de ce qui se passe devant nous? Ou tout près de nous, ou juste assez près pour que notre conscience soit touchée. Mais assez loin pour que nous puissions encore nous raconter une excuse. C'est cela qui hantera l'Amérique pendant des années. Pas seulement l'image d'une jeune femme agressée, mais l'hypothèse terrible qu'elle n'était pas entièrement seule et qu'elle était quand-même. La grande ville moderne adore se penser comme une réussite technique, économique, architectural, presque civilisationnelle. Elle organise les flux, distribue les espaces, produit de la vitesse, de la richesse, de la connexion. Mais sous cette surface, elle fabrique aussi une autre réalité, plus trouble. L'habitude de la coexistence sans engagement. On vit ensemble sans vivre ensemble. On partage des murs, des trottoirs, des cages d'escalier, mais on protège jalousement son cercle intime. On apprend à ne pas se mêler, à ne pas demander, à ne pas répondre trop vite à ce qui pourrait devenir une complication. La ville enseigne la vigilance, mais elle enseigne aussi le détachement. Elle vous apprend à filtrer, ignore certains sons, à ne pas s'arrêter à chaque éclat de voix. À supposer que ce qui se passe chez les autres appartient aux autres, à croire qu'il existe toujours quelque part une autorité. Un voisin, un passant, un policier, un adulte plus compétent, plus courageux ou simplement plus disponible que vous, et cette délégation silencieuse de responsabilité. Cette petite démission intérieure presque banale devient soudain monstrueuse lorsque la tragédie lui donne un prix humain. Si n'est pas un hasard si cette affaire a marque les esprits, elle est tombée dans une Amérique qui se transforme, qui s'urbanise, qui doute, qui s'interroge sur sa propre cohésion morale. Elle touche aussi à un point spécifiquement moderne. Celle de devenir invisible au milieu de tous, dans les villages et les quartiers anciens. Imitant croire, chacun connaît chacun. Chacun sait qui est malade, qui rentre tard, qui a besoin d'aide dans la grande ville. Au contraire, on se croit sans se retenir. On sait vaguement, on reconnaît les silhouettes. Pas les vices, on se promet qu'en cas de nécessité. Bien sûr, on a guéri. Mais la nécessité, dans le réel, n'annonce pas son nom, elle se regarde brûler.
Deformie incomplete. Elle se présente sous la forme d'un cri qu'on entend qu'à moitié, d'une agitation aperçue entre deux stores, d'un bruit qui pourrait être une dispute, un accident, une ivresse, une histoire de couplet, une mauvaise plaisanterie ou quelque chose d'infiniment plus grave. Et l'esprit humain déteste l'incertitude. Il préfère souvent la mauvaise interprétation rassurante à la bonne interprétation terrifiante. Voilà pourquoi cette affaire glace encore, parce qu'elle ne parlait pas seulement d'une humanité pure. Si qui serait plus simple à condamner et à tenir à distance, elle parlait de cette zone grise où la peur, la fatigue, la confusion, la prudence, la paresse morale et le doute s'entremêlant. Elle parle de la seconde où l'on entend quelque chose et où l'on décide d'attendre encore un peu avant de vérifier. Elle parle de la fragilité de nos certitudes sur nous-mêmes. Tout le monde aime croire qu'il serait celui au ciel qui ouvrirait la fenêtre, qui descendrait l'escalier, qui saisirait le téléphone, qui crierait, qui courrait, qui briserait la mécanique du drame. Mais tant que le mal ne se présente pas clairement, tant qu'il reste mêlé à l'ambiguïté du réel. Notre héroïsme suppose demeurer une fiction confortable. C'est ce que l'affaire Kitty Genovese va éventrer. Elle va forcer un pays à se demander non pas ce qu'il admire chez les justes, mais ce qu'il tolère chez les hésitants. Et dans ce mouvement, la victime devient bien plus qu'une victime. Elle devient le miroir d'un malaise collectif. Pourtant, ce serait une erreur de commencer cette histoire comme on en trouve un dossier académique. Il faut l'ouvrir comme on ouvre une nuit. Lentement, avec la sensation du froid, de la distance de silence partiel, de la ville immense et pourtant resserrée autour de quelques immeubles, avec cette impression presque insoutenable qu'une vie va se briser à portée de refuge, avec l'idée que ce qui va se jouer n'est pas seulement un meurtre, mais une scène fondatrice de l'imaginaire moderne sur l'indifférence. Il y a dans cette affaire quelque chose de théâtral au sens le plus tragique du terme, un décor ordinaire. Une victime qui ne s'arrête pas encore et qui entre dans sa dernière séquence. Un prédateur qui surgit là où rien ne semblait la non-care. Une proximité humaine qui ne protégeait pas. Autour, tout un monde endormi ou semi-éveillé qui deviendra ensuite le second personnage du récit. Pas un personnage unique, mais une multitude diffuse. Une présence collective sans visage presque plus troublante encore qu'un individu. Parce qu'elle soulève cette question empoisonnée. Comment tant de présences peuvent-elles produire si peu de ces corps visibles? Le nom de Kitty Genovese va survivre parce qu'il contient à lui seul tout un vertige, le vertige de la ville. Le vertige de la nuit, le vertige du cri qu'on ne situe pas tout de suite. Le vertige du témoin qui n'est jamais certain d'être réellement témoin. Le vertige de la conscience humaine lorsqu'elle comprend trop tard qu'elle a peut-être laissé passer l'instant où agir aurait encore changé quelque chose. Dans quelques instants, le récit entrera dans les faits. Dans les lieux, dans la mécanique précise de cette affaire devenue célèbre. Mais pour l'instant, au fil de cette histoire, il faut rester là, dans cette image initiale. Simple et dévastatrice, une jeune femme revient chez elle dans New York. Avant l'aube, persuadée que le plus dur de la journée est derrière elle. Autour d'elle, la ville tient encore debout. Immense, lumineuse par endroits. Aveuglée par d'autres, pleine d'appartements habits. De cœurs qui battent, de gens qui dorment, de gens qui veillent, de gens qui entendent sans comprendre. Et dans cet espace minuscule entre la rue et la porte, entre la fatigue et le repos, entre le monde extérieur et la sécurité attendue, quelque chose d'irréparable est déjà en train de s'approcher. C'est là qui commence vraiment l'affaire Kitty Genovese, non pas seulement dans le crime à venir, mais dans cette promesse brisée du retour, dans cette proximité trompeuse de la maison, dans cette contradiction terrible entre la densité humaine et l'abandon ressenti, dans cette seconde où une femme est encore une personne parmi d'autres et où
sans le savoir. Elle s'apprête à devenir un homme que l'Amérique entière nécessitera plus de prononcer comme une accusation. Comme une question, comme un avertissement. Avant que son nom ne devienne une affaire, avant qu'il ne soit répété dans les journaux, dans les salles de classe, dans les débats télévisés et les essais de psychologie sociale. Kitty Genovese appartenait à ce monde discret des villes laborieuses qui soutiennent une ville sans jamais faire la une. Le contexte de cette histoire ne commence donc pas dans le sang ni dans les cris. Il commence dans une Amérique en mouvement, dans un New York vaste, nerveux, changeant, étant l'existence d'une jeune femme qui, comme tant d'autres, s'était construite à force de travail, de volonté et de routine. En 1964, les États-Unis sont le visage partagé d'un pays sûr de sa puissance et pourtant rongé par de nombreuses anxiétés. L'après-guerre a produit l'abondance, les banlieues, la foi dans la modernité, mais sous cette surface prospère grondant déjà d'autres réalités. Les tensions raciales, les inquiétudes sur la criminalité urbaine. Le sentiment diffus que les grandes métropoles deviennent places impersonnelles, places dures. Places rapides que les êtres humains qui tentent de vivre. New York, dans cet imaginaire-là, n'est pas seulement la capitale de l'ambition. C'est aussi la ville de la foule, des immeubles serrés, des nuits trop longues, des regards qui glissent, des solitudes superposées. On peut y être entouré tout et manquer pourtant de quelqu'un qui vous voit vraiment. Kew Gardens, dans le Queens, ne ressemble pas à une frontière sauvage, si n'est pas le décor spectaculaire du danger. C'est justement si qui rend toute la place troublante. Le quartier présente l'apparence d'un secteur résidentiel relativement paisible, avec ses immeubles de briques et ses entrées modestes. Et ses trottoirs comme à certaines heures, ses habitants qui se croisent sans forcément se connaître autrement que de vue. Il y a dans ces ensembles urbains une promesse silencieuse, celle d'une sécurité relative, d'une normalité ténuée par l'habitude, par la répétition des gestes, par l'idée qu'une rue habitée est une rue moins menaçante qu'un espace désert. Mais cette promesse repose sur une fiction fragile. Ce n'est pas parce qu'il y a des fenêtres qu'il y a des témoins lucides, ce n'est pas parce qu'il y a des voisins qu'il y a du secours. Ce n'est pas parce qu'une ville est dense qu'elle est solidaire. Le contexte de l'affaire Kitty Genovese, c'est d'abord cette contradiction entre la proximité physique et la distance humaine, les gens vivant les uns sur les autres. Partageant des murs, des plafonds, des escaliers, et pourtant chacun défend son territoire intime comme une petite forteresse. On entend les autres sans entrer dans leur vie, on reconnaît des silhouettes sans connaître les spins. Les habitudes ou les horaires, on partage l'espace, mais pas forcément la responsabilité. Et dans les années 60, cette manière de vivre ensemble sans se mêler trop des autres n'est pas perçue comme une faillite morale quotidienne, elle fait partie de l'apprentissage urbain. On ne se mêle pas de tout, on n'ouvre pas sa porte pour chaque bruit. On suppose qu'une dispute reste une dispute, qu'un éclat de voix se éteindra sur. Qu'une voisine saura gérer ses propres problèmes, c'est cette culture du retrait ordinaire qui, après le drame, sera relue avec horreur. Mais avant cela, elle est simplement l'air du temps. Kitty, elle est. S'inscrit pleinement dans cette ville active, nocturne. Travailleuse, elle a 28 ans. C'est qui est un âge particulier. Un âge où l'on n'est place dans les stationnements adolescents et pas encore installé dans la lourdeur des renoncements. On a déjà traversé assez de choses pour savoir ce qui coûte l'indépendance, mais on vit encore avec l'énergie de celles et ceux qui croyaient qu'une vie se construit. Elle travaille comme barmaid, un métier qui la place à l'endroit même où la ville se relâche. S'y confesse, Boyd. Retrape fort, ment parfois. Cherche de la chaleur humaine ou une manière d'oublier la fatigue.
Les travailleurs de nuit connaissant une géographie émotionnelle différente. Leur quotidien s'écrit à rebours de la majorité. Quand les autres terminent, ils commencent quand les autres dorment. Ils traversent des rues à demi-vides quand les autres se révèlent. Ils cherchent enfin le repos, cela use le corps. Cela change la perception du temps, cela apprend aussi une forme d'autonomie. On rentre seul, on prend l'habitude des heures ingrates. On s'habitue aux lumières artificielles, aux derniers clients, aux conversations lourdes d'alcool ou d'ennui, aux homes insistants, aux sourires à tenir malgré la fatigue. Tout cela forme un temperament. Rien de héroïque, rien de romanesque au sens facile du terme. Juste une résistance quotidienne, le contexte humain de Kitty Genovese. C'est celui d'une jeune femme active, adulte, responsible, qui travaille les durées qui appartiennent à cette classe silencieuse sans laquelle les villes nocturnes cesseraient de fonctionner. Si dit-elle est essentiel, parce qu'il nous éloigne d'une image simpliste de victime réduite à sa vulnérabilité. Kitty n'est pas définie par la faiblesse, elle est définie par une vie en cours. Dense, faite d'obligations. De relations, de gestes répétés. De habitudes professionnelles, de trajets connus. Plus une personne est vivante dans notre esprit, plus le crime qui l'atteint cesse d'être une abstraction. Et autour d'elle, il y a aussi le contexte intime. Celui que les récits publics oublient souvent trop vite, une victime n'est jamais seule dans le monde. Même lorsqu'elle se retrouve seule dans l'instant du drame, elle existe dans des liens. Elle a des proches, des collègues, des habitudes connues, un cercle d'affection. Des gens qui savent la manière dont elle entre dans une pièce, la façon dont elle parle, les expressions qu'elle répète, les projets qu'elle remet à place tarde. Derrière chaque nom célèbre d'affaires criminelles, il y a ce scandale silencieux. Pour la nation, la personne devient un symbole. Pour ceux qui l'aiment, elle reste une voix, une présence, une absence insupportablement concrète. Le contexte. C'est cela aussi, la fracture entre l'histoire publique et le droit privé. Tandis que l'Amérique découvrira plus tard Kitty Genovese comme un cas, ceux qui la connaissaient l'appelleront comme un peu quelque d'unique. Sans théorie, sans slogan, sans distance, mais il faut revenir au décor général. Car le New York de 1964 pèse lourd sur la manière dont l'affaire sera comprise. La ville incarne à la fois la promesse moderne et son revers. Elle attire ceux qui veulent gagner leur vie, se réinventer. Échappera des cadres placitroides. Elle offre l'anonymat. Et cet anonymat peut être une délivrance. On peut y devenir soit sans avoir à répondre sans cesser au regard du voisinage traditionnel. On peut aimer, travailler, fréquenter, sortir, vivre plus librement qu'ailleurs. Mais cette liberté a son prix. Elle s'accompagne d'une dilution des attaches spontanées. La grande ville protégée en est fréquente. Mais elle expose aussi en est fréquente. Plus personne ne sait exactement qui vous êtes. D'où vous venez, ce que vous traversez. À quelle heure vous rentrez, qui vous attend. Dans un quartier dense, les vies se superposent sans se rejoindre tout à fait. Et cette architecture sociale fabrique une étrangère profonde, on peut être très près d'autrui et rester fondamentalement seul. Les immeubles de Kew Gardens, avec leurs fenêtres tournées vers la rue. Leurs appartements juxtaposés, leurs escaliers partagés. Semblant pourtant contredire cette idée, ils composent presque une scène de théâtre moral. On imagine qu'au moindre incident, des regards vont s'élever. Que des portes vont s'ouvrir, qu'un mouvement collectif va surgir naturellement. Mais la vie réelle n'obéit pas à cette logique. La proximité ne suffit pas. Elle n'est qu'une condition matérielle, pas une garantie affective ni morale. Pour qu'une communauté existe, il faut plus que des murs mitoyens
Il faut des habitudes d'attention, des réflexes de responsabilité, une certaine confiance dans le droit d'intervenir, ou dans les grandes villes. Si ces réflexes sont brouillés par mille choses, la peur de mal interpréter, la crainte des représailles, l'habitude de ne pas se mêler, la fatigue, l'isolement mental, le sentiment que d'autres sont sûrement mieux placés pour agir. Tout cela n'excuse rien totalement, mais tout cela appartient au contexte. Et si l'affaire genovese a si fortement frappé l'opinion, c'est parce qu'elle est tombée sur une faille déjà ouverte dans la conscience américaine. L'idée que les villes modernes pourraient défaire les liens élémentaires de vigilance entre êtres humains. Il faut aussi comprendre le contexte médiatique. Les années 60 sont un moment où les faits divers prennent une portée nouvelle dans la manière de raconter la société à elle-même. Un crime n'est plus seulement un crime. Il devient le symptôme de quelque chose. La presse ne se contente pas de dire ce qui s'est passé. Elle cherche ce que cela signifiait pour le pays, pour les mœurs, pour l'époque. Dans ce cadre, l'affaire Kitty Genovese ne sera pas seulement présentée comme le meurtre tragique d'une jeune femme. Elle sera très vite chargée d'une signification plus vaste. Elle deviendra une sorte de preuve morale nationale. Cette transformation tient au besoin collectif de trouver dans certains drames une leçon sur l'état du monde. Si une femme est attaquée près de chez elle, la question devient, qu'est-ce que cela dit de la ville? Si des gens sont entendus sans agir assez vite, la question devient, qu'est-ce que cela dit de nous si glissement est central? Parce qu'il explique pourquoi l'affaire dépasse de très loin le cadre criminel. On n'a pas seulement demandé qui avait tué Kitty Genovese. On a demandé dans quel pays, dans quelle ville. Dans quel tissu humain une telle chose avait pu se produire. Et cette manière de poser le problème a contribué à installer son nom dans la mémoire collective. Le contexte psychologique, lui aussi, méritait d'être senti plutôt qu'énoncé de manière sèche. Il y a dans les nuits urbaines une ambiguïté particulière. Les sons y sont déformes, les distances y maintiennent. Un cri peut sembler lointain alors qu'il vient d'en bas. Une dispute peut paraître plus grave qu'elle ne l'est. Ou moins grave qu'elle ne l'est réellement, le cerveau fatigue très mal. Celui qui entend depuis son lit n'entend pas comme celui qui est dehors. Il entend à travers des murs, des radiateurs, des vitres, des rives à moitié défaites. Il reconstitue sans voix. Il interprète, il doute. Et souvent, le doute retarde l'action. Le malheur des affaires comme celle-ci, c'est quoi presque tout paraît simple. Une victime, un agresseur, des appels, des fenêtres, une chronologie. Mais au présent du drame, rien n'est aussi net. Les témoins potentiels ne disposent pas du récit complet. Et ils disposent de fragments, un bruit, une voix, un mouvement, une intuition, une hesitation. C'est dans cette matière confuse que se joue parfois une vie, le contexte de l'affaire Genovese. C'est donc aussi cette tyrannie de l'incertitude, non pas une incertitude noble ou philosophique, mais une incertitude minuscule, domestique. Presque honteuse, est vraiment grave. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce une querelle d'amoureux? Un homme ivre? Une scène déjà terminée? Quelqu'un a-t-il déjà appelé? Suis-je en danger si je m'en mêle? Est-ce mon rôle? Toutes ces questions, que l'on méprise volontiers après coup, appartiennent pourtant au monde réel. Elles montrent à quel point le courage dépend parfois non d'une pure vertu, mais de la capacité à trancher vite dans le brouillard. Dans ces brouillards-là, beaucoup d'êtres humains ne sont pas à la hauteur de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes. Enfin, il y a le contexte moral plus vaste. Celui qui donnera à l'affaire sa puissance durable, l'Amérique du début des années 60 se racontait encore volontiers comme une société de voisinage, de responsabilité, de décence ordinaire.
L'image du bon citoyen, du passant qui aide, du quartier qui veille, reste forte dans l'imaginaire. L'affaire Kitty Genovese vient heurter cette image de plein fouet. Elle ne dit pas seulement qu'un crime a eu lieu. Elle suggère que l'environnement humain n'a pas suffi à l'empêcher, et si soupçonne atteint quelque chose de sensible dans la conscience nationale. Car la violence d'entour, si atroce soit-elle, peut toujours s'être rangée du côté de l'exception monstrueuse, mais l'insuffisance des autres. Elle inquiète tout le monde. Parce qu'elle n'est pas réservée aux monstres, elle appartient au terrain commun de l'excitation humaine. C'est cela qui transforme l'affaire en miroir cruel. Parce qu'il ne renvoie pas seulement la barbarie d'un individu, mais le possible relâchement moral du collectif. Voilà le contexte dans lequel s'avance cette histoire, une ville immense dont l'anonymat est à la fois une liberté et un péril. Un quartier résidentiel qui semble offrir la protection de la proximité sans en garantir la réalité. Une jeune femme indépendante et travailleuse qui rentre d'une longue nuit de travail. Une société prête à transformer un crime en symptôme national. Et partout autour, cette fine pellicule d'habitudes urbaines qui fait que l'on entend sans écouter. Que l'on voit sans regarder, que l'on suppose au lieu de vérifier. Rien dans ce contexte ne rend le drame inévitable. C'est précisément ce qui le rend si tragique. Rien n'annonce fatalement l'issue. Tout aurait pu rester banal. Une fin de service, un trajet, une porte ouverte, le sommeil. Mais le contexte prépare autre chose. Il prépare la possibilité que, dans l'intervalle entre la menace et le secours, une ville entière se révèle moins simple qu'elle ne l'imagine. Il prépare cette vérité inconfortable selon laquelle les sociétés modernes savent produire des immeubles, des lumières, des institutions, des foules. Mais pas nécessairement cette disponibilité immédiate à autrui qu'on invoque ensuite avec tant d'assurance lorsque Kitty Genovese rentre chez elle cette nuit-là. Elle ne porte pas encore sur ses épaules toutes les questions que l'Amérique va bientôt lui faire porter. Elle n'est pas encore le visage suppose du bystander effect, ni le symbole de l'anonymat urbain, ni la preuve morale de quoi que ce soit. Elle est une femme dans un quartier habitat, à une heure difficile, dans une ville immense, et c'est cela. Le vrai contexte, celui qu'il faut sentir avant tout le reste. Non pas une fable déjà prêtée, mais une vie ordinaire au sein d'un monde qui se croit organise. Pupil presque rassurant. Alors qu'il suffit parfois d'une nuit, d'une rue de quelques minutes d'hésitation pour montrer combien la civilisation peut être proche et en apparence terriblement. Lointain au moment exact où une personne a besoin qu'elle prenne corps. Il existe, dans certaines affaires criminelles, une difficulté presque sacrée lorsqu'arrive le moment de raconter la victime. Parce qu'on voudrait lui rendre la parole alors même que c'est précisément cette parole qui a été interrompue. Parce qu'on sent immédiatement le danger, parler à sa place. Inventer si qu'elle aurait pense, lui prêter des phrases qu'elle n'a jamais eu le temps de dire. Transformer sa souffrance en littérature facile dans l'affaire Kitty Genovese. Cette difficulté est encore plus grande et il n'y a pas de long témoignage laissé derrière elle. Pas de récit détail de ce qu'elle a vécu, pas de version complète sortie de sa propre bouche pour fixer les contours exacts de la peur, de la douleur, de la confusion, de l'espoir qui a pu traverser ces dernières minutes. Et pourtant, dans un récit comme celui-ci, il serait impossible de passer directement au crime sans s'arrêter à cet endroit précis. Et cet espace intérieur où une victime cesse d'être une silhouette historique pour redevenir un être humain. Alors il faut avancer avec précaution. Presque pas nous, ne pas inventer. Ne pas trahir, ne pas traumatiser pour le plaisir. Il faut plutôt écouter ce que le silence laisse encore entendre, regarder ce que les faits nous suggèrent. Reconstituer non pas une confession impossible, mais une présence. Car le témoignage de la victime, ici,
N'est-ce pas un texte retrouve? C'est un témoignage incroyable disséminé dans des gestes, dans des appels, dans des tentatives pour se soustraire à la violence. Dans le simple fait qu'elle a lutté pour vivre, si un témoignage la n'est pas moins fort parce qu'il est incomplète. Il est peut-être plus bouleversant encore. Il commence bien avant l'attaque. Dans le corps d'une femme qui rentrait du travail au milieu de la nuit avec cette fatigue si particulière et des fins de service, lorsque le visage tient encore par habitude. Mais est-ce que l'intérieur s'est déjà retiré avec le repos? Kitty n'est pas en état d'épopée. Elle n'est pas en train de pressentir le danger avec la netteté que les films aiment accorder à leurs héroïnes. Elle est dans le réel. Et le réel est souvent banal juste avant de devenir atroce. Son esprit est peut-être encore accroché à des détails infimes. Quelque chose qu'elle a entendu au bar, une addition. Une cliente pénible, une conversation remise au lendemain. La perspective simple de rentrer enfin. La fatigue change tout. Elle rend les gestes plus mécaniques, les pensées plus côtées. La vigilance moins souple. On ne se sent pas vulnérable, on se sent seulement lassé. Et c'est précisément dans cet état que la violence se révèle avec la plus grande cruauté, parce qu'elle est frappée un être humain qui n'est pas préparé à défendre sa vie. Mais elle retrouve sa chambre, ses habitudes, sa sécurité, le témoignage de Kitty. Si l'on aux employeurs Simoti commence dans cette rupture brutale entre l'ordinaire et l'inimaginable. Il y a nécessairement eu une première seconde où quelque chose sonne faux, une présence trop proche. Un mouvement qui n'appartient pas à la routine du retour, une silhouette qui ne se contente pas de croiser. Une intention qui se dévoile avant même l'acte, le corps comprend souvent avant l'esprit. Le cœur accélère, l'espace change de texture. L'air lui-même semble devenir plus lourd. Dans ces moments-là, l'être humain n'a pas le temps de philosopher. Il réagit. Il cherche une issue. Il calcule sans mots. Fuir, accélère. Appelle, se rapprocher d'une lumière, d'une porte, d'une voix. D'un autre corps humain, le témoignage de la victime n'est donc pas seulement si qu'elle aurait pu raconter après coup. C'est aussi ce qu'elle a fait au moment où la menace est devenue réelle. Et ce qui ces derniers instants montrent, c'est ce qu'elle n'a pas glissé passivement dans le drame. Elle a cherché à rejoindre un espace de secours. Elle tente d'échapper à l'agression. Elle a appelé à l'aide. C'est cela qu'il faut entendre d'abord. Non pas une image figée de vulnérabilité, mais une volonté de survivre qui se manifeste dans l'urgence la plus nuée. Quand une personne attaque crie, si crie est déjà un témoignage. Il dit, je comprends ce qui m'arrive. Il dit, je refuse que cela se déroule dans le silence. Il dit, quelqu'un, quelque part, doit savoir que je suis ici. Que cela est réel, que cela ne doit pas continuer. Il y a quelque chose d'insoutenable dans cette idée qu'un appel à l'aide traverse la nuit sans produire immédiatement la délivrance espérée, car un cri n'est pas seulement un son. C'est un acte de confiance désespéré envers le monde, crier. C'est croire encore que d'autres existants, qu'ils peuvent entendre, qu'ils peuvent venir, qu'ils peuvent interrompre le pire. C'est tendre la main dans les noix sans voir qui pourrait la saisir, dans le cas de Kitty. Cet appel déchirant appartient à la mémoire de l'affaire parce qu'il incarnait exactement cela. Le moment où la victime cherchait à faire entrer la humanité des autres dans la scène de violence. À quel instant, elle n'est déjà plus seule au sens psychologique. Elle convoque la présence des autres. Elle leur lance le poids de sa peur. Le poids de sa vie menacée, et si simple fait donner à son silence ultérieur une dimension encore plus tragique. Car si elle a appelé, si elle a résisté, si elle a cherché à se rapprocher d'un lieu de protection, alors son histoire ne peut pas être racontée comme celle d'un effacement. Elle a laissé derrière elle l'empreinte d'une lutte, il faut imaginer ce que signifie.
Pour une femme seule dans la nuit, la conscience soudaine que l'homme qui s'approche n'est pas un passant, que le danger n'est pas imaginaire, que le monde normal vient de se retirer. Cette compréhension-là n'est pas abstraite, elle est entrée par le corps. Les muscles se tendent, le soufflet se casse, le temps se dilate quelques secondes pouvant contenir l'équivalent d'une longue pensée. Maïs sans phrases bien formées, sans recul, sans art, juste une cascade de perceptions. La lumière trop blanche dans le lampadaire, le bruit des chaussures sur le trottoir. Le froid devenu secondaire tant une autre urgence le remplace. Le vertige de regarder autour de soi et de voir que tout ce qui d'habitude rassure les immeubles. Les fenêtres, la rue connue. La proximité de chez soi n'est protégée place instantanément. Il y a dans les agressions survenant prises du domicile une cruauté particulière. Parce qu'elles défigurent le dernier morceau du trajet que l'espace mental où l'on se croit déjà à l'abri. Pour Kitty, cette proximité a dû être atroce à vivre. Être si près de pouvoir se sauver, de pouvoir rejoindre une porte, un escalier, une personne connue. Et de sentir malgré tout les pièges se refermer. On parle souvent de ces crimes comme d'un symbole national. Mais si l'on revient à la victime, il faut d'abord en ressentir la dimension physique et intime. L'injustice d'être frappé si près du lieu qui représentait la sécurité. Le témoignage de Kitty Selite peut être aussi dans cette obstination à se diriger vers le refuge. Celle a dit quelque chose d'essentiel sur les victimes de violence. Elle continue jusqu'à la recherche les vivantes. Le familier, l'aide possible. Le coin du monde où elles redeviendraient une personne et non une proie, il serait facile. Presque obscene, de habiller si est instance d'un lyrisme excessif. La vérité est probablement place hachi, place animale. Place douloureuse, la pure absolue ne ressemble pas à un monologue élégant. Elle ressemble à des fragments, pas lui. Pas iti, vite. Quelqu'un, ouvrir. Tenir encore, une douleur. Une autre, la certitude que quelque chose de grave est déjà arrivé au corps. La surprise, peut-être. Devant la vitesse avec laquelle la violence dégrade le monde, un instant place tot. Il y avait une rue. Maintenant, il y a un territoire hostile. Un instant place tot. Il y avait un trajet. Maintenant. Il y a seulement une tentative de rester en vie. Le témoignage de la victime. Dans ces affaires réside dans cette transition. Dans l'effondrement brutal de tous les automatismes qui faisaient tenir l'existence quotidienne, Kitty ne racontait pas ses basculements avec des mots. Mais son comportement, ses appels, et ses déplacements le racontant à sa manière, ils disent que le danger a été reconnu, qu'il a été combattu, que les secours a été recherché. Et c'est une chose importante à préserver contre la mécanique impersonnelle des récits célèbres et force de devenir une affaire. Une victime risquait d'être absorbée par les débats qui suivent sa mort. On discute des témoins, de la ville, des médias, de la psychologie sociale, et l'on oublie presque de s'arrêter sur cette évidence. Au centre de tout cela, il y a eu une femme en train d'essayer de ne pas mourir. Une femme qui, dans ces dernières minutes, a dû passer de la fatigue ordinaire à une lucidité atroce, car il y a un moment, dans certaines agressions, où la victime comprend que l'attaque n'est pas un simple incident. Pas une intimidation, pas un volume banal, mais quelque chose qui engage sa survie même. Cette prise de conscience est l'un des seuils les plus terribles qu'un être humain puisse franchir. Elle les oblige à sentir la mortalité non comme une idée lointaine, mais comme une présence immédiate. Installée là, toute presse, dans la main d'un autre, dans sa volonté, dans sa persistance, que pensait-on alors? Peut-être rien de continu, peut-être seulement des éclairs. Le refus, l'incompréhension.
puis la douleur qui réorganise tout, puis si besoin archique de rejoindre un autre humain. N'importe lequel, quelqu'un qui verrait, qui dirait stop, qui mettrait fin à la scène. C'est là que le drame de Kitty touche quelque chose de profondément universel, lorsqu'une personne est en danger extrême. Elle revient au geste humain fondamental, appeleur. Demander, se tourner vers la présence d'autrui comme vers la dernière digue contre la destruction. Cela signifie que, même dans la peur la plus totale, la victime croit encore au monde des vivants, elle croit encore qu'il existe un dehors capable de répondre. Et cette confiance, si brisée soit-elle ensuite, fait partie de son témoignage. On pourrait presque dire que son dernier message au monde tient dans cette tentative d'entrer en relation. Aidez-moi, voyez-moi. Ne me laissez pas seule avec cela, si n'est pas seulement une demande de secours pratique. C'est une affirmation d'existence, je suis là. Je compte. Si qui m'arrive doit compter pour quelqu'un. Et c'est peut-être cela qui rend ce dossier si difficile à supporter. L'écart entre l'intensité absolue de l'expérience vécue par la victime et la confusion diffuse de ce qui, autour, poursuivant la scène par fragments. Pour Kitty, il n'y a pas d'ambiguïté au cœur de l'agression. Le danger est total, concrète, immédiat, pour l'extérieur. Tout est place flou, place Halloween. Place traverse de doute, voilà l'abîme. La victime vit l'événement dans une éclat tragique, tandis que le monde autour d'elle le reçoit souvent sous forme de bribes. Cette asymétrie est l'une des choses les plus cruelles dans toute affaire de secours tardif. L'une sait exactement qu'il est en train de tomber. Les autres n'en perçoivent que des secousses indistinctes. Dans son scénario criminel, raconter les témoignages de la victime, c'est donc aussi raconter cette asymétrie. C'est comprendre que, pour Kitty, chaque seconde a du peser d'un poids énorme, alors même qu'autour d'elle, le temps social continué peut être de flotter dans l'incertitude. L'hésitation, la mauvaise interprétation. Mais au plus intime de ce qu'elle traverse, il y a sûrement aussi autre chose que la peur brute. Il y a souvent, dans les minutes extrêmes, un mélange terrible de combat et d'étonnement. L'esprit refuse encore par moments ce que le corps subit déjà. Comment cela peut m'arriver ici? Pourquoi cet homme? Pourquoi maintenant? Pourquoi personne? Ces questions ne prennent pas nécessairement la forme de phrases complètes, mais elles existent comme un choc contre l'absurde. La violence criminelle n'est pas seulement douloureuse, elle est irrationnelle du point de vue de celle qui l'a subite. Elle détruit sans prévenir l'idée la plus simple que l'on se fait du monde. Si je rentre chez moi, je dois arriver chez moi. Si je crie, quelqu'un doit venir. Si je suis là, au milieu d'un quartier habité, je ne peux pas disparaître ainsi, et quand ces évidences se dérobent les unes après les autres. La victime ne perd pas seulement du sang, du souffle ou des forces. Elle perd aussi le décor moral qui rendait le monde habitable. C'est cela. Au fond, le témoignage silencieux de Kitty Genovese non pas seulement celui d'une agression mortelle, mais celui d'une confiance humaine fracassée dans ces derniers instants. Pourtant, même là, il restait quelque chose qui résistait, une dignité. Non pas la dignité abstraite et solennelle qu'on plaque après coup sur les morts, mais une dignité beaucoup plus simple et plus poignante. Celle d'avoir lutté, d'avoir appelé, d'avoir voulu continuer. Les victimes ne sont pas seulement ce qu'on leur a fait. Elles sont aussi ce qu'elles ont tenté de faire cela. Et dans le cas de Kitty, cette part-là méritait d'être tenue au centre. Elle n'a pas laissé un récit bien ordonné. Elle a laissé les traces d'un combat interrompu. Elle a laissé des instants où elle a encore cherché la vie. Elle a laissé, dans la mémoire de cette nuit, le son même de la demande humaine la plus nue. C'est peut-être pieux pour les archives.
pour les juristes, pour les journalistes avides de précision. Mais c'est immense pour qui essaie de raconter honnêtement parce qu'à travers ces pieds, on retrouve l'essentiel, une personne réelle, une peur réelle, une souffrance réelle, une volonté réelle de ne pas disparaître. Et lorsque l'on referme cette partie du récit, il faut le faire sans voler à la victime ce qui lui appartient encore, pas des phrases inventées, pas une intimité fabriquée, seulement cette vérité grave. Kitty Genovese n'a pas eu le temps de livrer son témoignage au sens où l'intendant les tribunaux ou les mémoires publiées, mais sa dernière lutte tient lieu. Dans sa tentative de fuir, dans sa recherche d'un refuge, dans son appel à l'aide, dans cette résistance tragiquement insuffisante mais profondément humaine, elle a déjà tout dit de ce qu'elle voulait dire au monde, qu'elle voulait vivre, qu'elle savait être le danger, qu'elle espérait encore être entendue. Et quoi que d'une nuit devenue historique et malgré elle est restée jusqu'à bout autre chose qu'un symbole. Autre chose qu'un cas, autre chose qu'un homme célèbre dans un dossier criminel. Elle est restée une femme qui appelait les vivants à ne pas la laisser tomber. Il est un peu plus de 3 heures du matin lorsque la nuit, jusqu'à la banale danse n'est pas ce froid de fin d'hiver. Se resserre soudain autour de Kitty Genovese. La ville n'est pas silencieuse. Elle ne laisse jamais vraiment, mais elle échange de souffler. Si n'est plus la nuit des conversations, des rires de sorties de bar, des klaxons impatients, c'est une nuit plus maigre. Plus espacée, où chaque bruit semble flotter davantage entre les façades. L'air est vif, les trottoirs portant encore cette humidité sombre que les lampadaires transforment en lueurs ternes. Les immeubles de Kew Gardens se dressant avec leur calme trompeur, leurs fenêtres comme autant d'yeux fermés ou à demi ouvertes sur le sommeil des autres. Kitty revient de son travail, elle s'égare. Sort de sa voiture, retrouve les gestes automatiques de quelqu'un qui ne pense plus qu'à rentrer. Son sac, ses clés peut-être déjà en tête. La perspective d'une porte à ouvrir, de quelques mètres encore à parcourir. Ils sont des secondes ordinaires, des secondes sans grandeur. Et si c'est précisément pour cela qu'elles sont bouleversantes, il n'y a aucune cérémonie avant le drame. Pas de musique, pas d'annonce. Seulement une femme fatiguée qui traverse les derniers instants d'un trajet connu, puis la menace. Quelque chose dans la présence d'un homme, dans sa manière d'être là, de ne pas appartenir à la neutralité du décor, de chier l'équilibre. Peut-être est d'abord une impression, si léger trouble que le corps enregistre avant l'esprit. Une silhouette qui n'a pas la bonne distance, une attente trop fixe. Une manière d'être sur son chemin qui n'a rien de hasard, dans les agressions réelles. Le danger n'apparaît presque jamais avec la netteté dramatique qu'on lui prête à presque. Il commence par une dissonance. Et puis, en une poignée de secondes, la dissonance devient certitude. Kitty comprend qu'elle n'est pas seule avec un simple passant. Elle est en face d'un prédateur. Le mouvement qui suit n'a rien d'abstrait. C'est un mouvement de survie. Le corps réagit devant la pensée construite. Elle a accéléré. Elle cherche à se rapprocher du refuge, de l'entrée, d'une lumière, d'un point familier, de cette frontière dérisoire mais essentielle entre la rue et chez soi. Le homme l'attaque. La violence entre alors dans la scène comme une déchirure pure. Il n'y a plus le retour, plus la fatigue, plus la routine. Il n'y a plus qu'une agression soudaine, brutale, qui déforme le monde autour d'elle. Les quelques mètres qu'elle devait encore parcourir deviennent un territoire hostile, les immeubles qui figuraient la sécurité deviennent des masses indifférentes. Le trottoir connu devient une scène de chasse, à cet instant. Il faut refuser la facilité du récit de s'incarner, si n'est pas un épisode. Si n'est pas encore une affaire célèbre, c'est une femme prise dans une terreur immédiate. Physique, incompréhensible dans sa brutalité même.
Le foie n'existe plus, la ville n'existe plus comme décor. Tout s'est réduit à la nécessité de fuir, de se dégager, de respirer, de faire sa voix. Kitty appelait à l'aide, s'y écrit fin de la nuit. Il ne s'agit pas seulement d'un réflexe, c'est un acte désespéré de confiance dans l'existence des autres. Crier, c'est encore croire que le monde humain n'a pas disparu. Qu'il y a derrière les murs des gens capables d'entendre, de comprendre, d'interrompre le mal, d'ainsi crie. Il y a déjà toute l'horreur de l'incident. Il y a la conscience nette que ce qui se passe n'est pas une frayeur passagère mais une attaque réelle. Il y a le refus de sombrer en silence. Il y a l'instinct de survie qui cherche à transformer l'espace autour d'elle en espace commun. À force les témoins invisibles à entrer dans la scène, on racontera plus tard cette nuit en termes de polémique, de sociologie, de psychologie collective. Mais sur le moment, ce qui existe d'abord. C'est écrit d'une femme qui ne veut pas mourir seule dans le noir. Certaines fenêtres s'éclairent. Des voix surgissantes. La présence du voisinage devient perceptible sans devenir encore une protection pleine et entière. Le quartier sort un instant de sa torpeur. Une réaction existe. Réelle, imparfaite. Fragmentaire. L'agresseur hésitait. S'y replie. S'éloigne un moment. Et pendant cette courte respiration, tout semble suspendu. C'est l'un des moments les plus cruels de l'incident, parce qu'il donne l'illusion d'une interruption possible. Comme si le fil du drame pouvait encore être rompu, comme si quelques secondes de plus. Un geste de plus, une descente plus rapide. Une décision mieux saisie pouvait en tout réordonner. Kitty, blessée, tente de continuer, de rejoindre un endroit plus, de se soustraire à la menace qui semblait avoir recul. Il faut imaginer ce moment de transition pour une victime. Le danger n'a pas disparu dans sa conscience. Il cesse seulement de place. Bruit. Le corps souffre déjà. La peur. Elle reste entière. Chaque pas devient une épreuve. Chaque mouvement se fait avec ces mélanges atroces d'espoir et de panique. Peut-être croit-elle encore que le pire est derrière elle. Peut-être sait-elle confusément qu'il ne laisse pas. Dans ce genre d'instant, les pensées ne se déroulent pas en phrases élégantes. Elles claquent par fragments. Avancer. Entrer. Tenir. Quelqu'un va venir. Il faut encore quelques mètres. Mais la violence criminelle n'obéit pas à la logique des hommes fatigués qui veulent juste atteindre leur porte. Le prédateur revient. C'est ce qu'elle a aussi qui rend l'incident si terrifiant. Sa persistance. L'agression ne se contente pas d'éclater, elle reprend. Elle s'acharne à poursuivre ce qu'elle a commencé. Le répit n'était pas la fin. Il n'était qu'un interstice. Le homme retrouvait Kitty alors qu'elle cherchait encore à gagner un espace de repli. Il la suit vers une zone place retirée, à l'arrière de l'immeuble. Dans cet entre-deux sinistre où l'on n'est plus tout à fait dans la rue, pas encore à l'abri. Dans cette géographie de ce ville qui concentre toute la cruauté du crime, là, le drame devient place étouffe, place resserrée. Comme si la ville elle-même reculait encore davantage, il n'y a place l'ouverture relative du trottoir. Il y a un endroit place close, place vulnerable, où la victime se retrouve livrée à la volonté de l'agresseur avec moins de chances encore de faire irruption dans les chambres des autres. L'incident? Ici, cesse d'être un choc public pour devenir une scène presque enterrée dans la nuit urbaine. C'est une des vérités les plus claquantes de cette affaire, même au cœur d'un quartier habite. Les crimes trouvent des Anglaises mortes, même entourées d'immeubles. Une personne peut être avalée par un recoin, un couloir, un vestibule, un espace trop discret pour que les secours y matérialisent à temps. Kitty est attaquée de nouveau. Cette seconde phase de l'agression porte quelque chose de particulièrement sinistre.
Parce qu'elle suit un moment où l'on aurait pu croire à une rupture du danger. Le retour de l'agresseur n'est pas seulement un geste criminel, il est la confirmation d'une volonté. La chasse reprend. La peur, cette fois, ne peut plus se nourrir d'aucune illusion de malentendu. Le corps est déjà atteint, l'énergie déjà entamée. Et pourtant, il faut encore l'auteur. À cet endroit du récit, il ne faut ni surcharger ni détourner les regards. La violence extrême ne gagne rien à être décorée. Ce qui la rend insoutenable est déjà là, dans sa simplicité nuée. Une femme blessée, au suil de chez elle. Tentant encore d'échapper à un homicide à l'air jusqu'au bout, tout le reste n'est que surenchère inutile. Le plus juste est de rester au plus près de la mécanique humaine de l'incident. Une poursuite. Une chute possible, une tentative de se dégager. L'appel à l'aide qui s'amenuise, non pas parce que les besoins diminuent, mais parce que le corps se vide de ses forces. La nuit qui semble soudain trop vaste, trop lente, trop indifferente. Les secondes qui se comptent désormais à l'échelle de la survie, si que l'on sait. C'est ce que Kitty a été grièvement blessée et qu'elle n'a pas reçu les secours nécessaires à temps pour survivre. Mais dans la logique de l'incident, il faut sentir ce qui précède cette conclusion factuelle. Il faut sentir l'absurde intensité du moment. Une personne peut passer en quelques minutes de la routine d'un retour à la conscience avec qu'elle se bat pour rester en vie. C'est presque impossible à concevoir tant qu'on le pense de l'extérieur. De l'intérieur, chaque seconde doit devenir immense. La douleur ne vient jamais seule. Elle vient avec l'incompréhension, avec la rage, avec le refus, avec cette espèce de stupeur animale qui demande pourquoi le monde ne se remet pas dans le bon ordre, pourquoi cet homme ne s'arrête pas, pourquoi personne n'arrive encore, pourquoi la porte n'est pas déjà franchie. Pourquoi le refuge reste si proche en apparence et si inaccessible en réalité? L'incident Kitty Genovese concentre cette contradiction avec une cruauté absolue. Tout semble proche, le domicile, les voisins, les fenêtres, la possibilité même de secours. Et pourtant tout se dérobe au rythme exact où la victime en a besoin. Ce n'est pas l'absence totale des autres qui rend la scène terrible, c'est leur présence inopérante. Lointain, fragmentée. Retardée, insuffisante. L'agression se déroule dans cet écart entre proximité et efficacité, entre perception et action. Et au centre de cet écart, une vieille se défait. Après le retour de l'agresseur et la seconde attaque, l'incident entre dans sa phase terminale. C'est là où la violence ne cherche plus seulement à intimider ni à dominer, mais là est derrière elle est un corps au bord de l'effondrement. Kitty finit par être retrouvée dans un état critique. Là encore. La réalité est presque plus accablante que n'importe quelle mise en scène. Il n'y a pas de conclusion nette. Pas d'instant héroïque qui viendrait fermer la séquence avec un sens clair. Il y a le retard. L'après immédiat, l'arrivée du secours trop tardif pour annuler ce qui a déjà été commis. Le monde revient alors brutalement dans la scène, mais il revient après la cassure décisive. Il y a des espaces, des gens, des voix, peut-être des ordres, peut-être de la confusion. Il y a le passage de la violence au constat. Et ce passage est toujours terrible, parce qu'il signe le moment où les vivants comprennent que l'événement est devenu irréversible ou presque. Le crime n'est plus seulement en train de se produire, il a déjà produit son œuvre. La victime n'est plus dans la phase où une simple interruption suffirait à tout effacer, elle est dans celle où le temps commence à manquer. On a souvent raconté cette affaire en s'attachant surtout à ce que les autres ont fait ou n'ont pas fait, mais si l'on reste au plus près de l'incident lui-même, ce qui domine, c'est la violence d'une progression. Rien n'est instantané, et c'est cela qui déchire. Il y a un premier moment de terreur, puis un cri, puis une réaction partielle du voisinage, puis un recul du danger, puis sa reprise, puis l'isolement plasmarque.
puis l'atteinte décisive. Si déploiement par étapes rend l'ensemble encore plus insupportable que l'image d'un seul éclair brutal. Par quoi plusieurs reprises, la catastrophe semblait pouvoir être arrêtée. Détournée, interrompue. Et pourtant elle continue, comme si la nuit refusait obstinément de rendre Kitty à la banalité de son retour. Comme si, à chaque point où le destin pouvait bifurquer, il s'enfonçait au contraire plaçant dans l'horreur. Le vrai scandale de l'incident est là. Dans cette durée courte mais suffisante pour contenir plusieurs occasions perdues. Dans cette possibilité répétée d'un monde qui aurait pu se refermer normalement autour d'elle. Et qui ne le fait pas. Dans cette impression atroce qu'entre l'attaque initiale et l'issue fatale. Il existe des interstices où la vie aurait pu tenir encore. Une décision plus nette. Un secours plus rapide. Une présence plus directe aurait peut-être changé quelque chose. Il faut toutefois résister à la tentation de transformer cette nuit en fable trop propre. Le réel, même lorsqu'il est tragique, reste brouillé. Les sons sont mal percus, les distances maintenues. Les témoins partiels ne comprennent pas tous la même chose, la victime. Elle comprend assez. Son corps comprend tout, et c'est cela. Au fond, la vérité la plus dure de l'incident. Pour Kitty, il n'y a pas de débat sociologique, pas d'analyse sur l'anonymat urbain, pas de discussion sur la psychologie des foules. Il n'y a qu'une suite de minutes au cours desquelles la peur, la douleur et l'espoir de secours se heurtent à la persistance d'un homme qui la traque, jusqu'au bord de la mort. Lorsque l'aube approche, la ville n'a pas encore conscience qu'elle vient de produire l'une de ces scènes criminelles les plus commentées. Les immeubles sont toujours là, les trottoirs osés. La géographie n'a pas changé, et pourtant tout a changé. Un trajet ordinaire est devenu le théâtre d'un meurtre, une entrée d'immeuble. Un arrière-bâtiment, quelques mètres de chaussée ont basculé dans la mémoire. Et surtout, une femme qui voulait simplement rentrer chez elle n'y entrera jamais comme prévu. Son retour s'arrête dans la nuit, coupé par la violence d'un homme et par l'insuffisance tragique du secours autour d'elle. Voilà l'incident dans sa vérité la plus nue, non pas seulement une attaque, mais l'effondrement progressif d'une promesse simple et universelle, celle selon laquelle on devrait pouvoir accomplir sans drame le dernier geste de la journée. Franchir la dernière distance, retrouver enfin sa porte. Chez Kitty Genovese, cette dernière distance est devenue un abîme. Et c'est ce qu'est abîmé, place encore que la seule brutalité du geste criminel, qui donne à cette nuit de mars 1964 sa puissance durable de sidération, quand le jour commence à blanchir les façades de Kew Gardens. La scène de crime n'a encore rien d'une scène au sens spectaculaire du mot. Il n'y a pas de ruban jaune claquant au vent. Pas de projecteurs, pas de foule compacte tenue à distance. Pas de cette mise en ordre immédiate que les récits rétrospectifs donnent parfois aux catastrophes. Il y a d'abord un quartier qui saute mal de la nuit. Un quartier où le horreur n'a pas éclaté au grand jour mais s'est tassé dans les marges, dans les angles morts, dans les zones intermédiaires entre la rue et l'intime. C'est cela, peut-être, qui rend les premiers instants si troublantes. Rien, dans la lumière grise de l'aube, ne dit encore avec toute la force nécessaire qu'une vie vient d'être arrachée presque à domicile. Les immeubles sont les mêmes que les briques n'ont pas changé de couleur, les entrées sont toujours là. Modestes, banales. Presque anonymes, et pourtant. Pour ceux qui commencent à comprendre ce qui s'est joué ici, chaque détail s'y met à peser d'un poids nouveau. Le lieu n'est plus un simple lieu. Il est devenu le contenant matériel d'une violence qui traverse la nuit et qui. Maintenant, les derrière et les distraces que l'on va tenter de lire comme on lit une phrase, écrite dans la pénombre. À moitié effacée, à moitié criante. Une scène de crime, dont les toutes premières heures
n'est jamais seulement un espace. C'est un désordre auquel les vivants cherchent à donner du sens. On regarde le sol autrement, on mesure les distances, on s'interroge sur les trajectoires, sur les obstacles, sur ce qu'une victime a à pouvoir entendre. Espérer pendant ces dernières minutes dans l'affaire Kitty Genovese. Cette relecture commence presque immédiatement parce que le drame porte en lui une question spatiale insupportable. Comment tout cela a-t-il pu se produire ici, dans cette proximité du domicile? Sous ces fenêtres, dans cette architecture de voisinage qui devrait, en théorie, offrir un filet minimal de protection. Dès les premiers regards, le lieu du crime ne raconte pas seulement une attaque. Il raconte une progression, il suggère un mouvement. Une tentative de fuite, un basculement d'un espace relativement ouvert vers un espace plus retiré, plus fermé, plus vulnérable. Et cette géographie la devient aussitôt essentielle, car les lieux. Dans une affaire criminelle, parlons souvent avant les mots. Ils disent ainsi que la victime a cherché ce que l'agresseur a voulu. Comment la peur s'est déplacée. Ils disent aussi que le quartier a été incapable de faire à temps. Il y a quelque chose de terriblement concret dans les premiers indices. Ils n'ont pas encore la noblesse froide des archives. Ils n'ont rien d'intellectuel, ce sont des marques, des positions, des écarts, des restes. Ils appartiennent à la matière brute du réel. Un enquêteur ne voit pas d'abord une légende future ni un cas d'école pour psychologues. Il y voit une suite d'éléments matériels qui, mis bout à bout, doivent permettre de comprendre ce qu'une femme traverse dans les dernières minutes de sa vie. Et cette matérialité rend tout plus cruel encore, parce qu'elle retire au drame tout romantisme possible. La nuit a beau avoir prêté à la scène son flot, l'aube ramène la précision. On distingue mieux les suies, les angles, les entrées, les passages. On voit ce que la victime a dû tenter de gagner. On voit aussi comment l'agression trouve des recoins. Des moments, des secondes où l'isolement a repris le dessus malgré la présence des immeubles et des habitants. La scène de crime, ici, n'est donc pas seulement le lieu où un corps a été retrouvé au secours trop tard. Elle englobe tout un parcours. Tout un espace morcel de terreur. Elle inclut le point où l'attaque commence. Le chemin de la fuite, le secteur où l'agresseur revient. L'endroit où la violence s'acharne place loin des regards directs. C'est une scène éclatée. Presque fragmentée. Et cette fragmentation elle-même dit quelque chose d'essentiel. Kitty Genovese n'a pas été engloutie en un seul point immobile. Elle a essayé d'échapper au crime. Les lieux conservent cette tentative. Ils en sont la preuve muette. Ce qui frappait dans les premières instances de toute enquête, c'est la manière dont les détails les plus insignifiants la veille deviennent chargés d'une intensité terrible. Un lampadaire n'est plus seulement un lampadaire, mais la source d'une lumière sous laquelle une silhouette a pu être perçue ou non. Une entrée d'immeuble n'est plus seulement une commodité architecturale, mais un réfugié manqué, une promesse de sécurité interrompue. Une fenêtre n'est plus une simple ouverture dans un mur, mais une possibilité de témoignage. Une frontière entre entendre et agir, entrevoir et ne pas comprendre assez. Même le silence du petit matin change de nature. Il n'est plus le silence ordinaire d'un quartier qui s'éveille tard. Il devient le silence de la presse. C'est lui qui suit les nuits où quelque chose d'irréparable a eu lieu et où le monde semblait. Pendant quelques minutes encore, trop intact pour mériter d'exister ainsi. Les premiers indices, dans une affaire comme celle-ci, ne sont pas seulement médicaux ou policiers, ils sont aussi atmosphériques. Il y a la manière dont les lieux retiennent encore un peu de l'événement, la sensation que la violence vient juste de s'absenter. Qu'elle a laissé dans l'air une tension invisible, ceux qui arrivent après ressentent souvent cela avant même de comprendre toute la chronologie. Un malaise particulier ou une densité.
ou une impression que l'espace a été force, qu'il a contenu quelque chose qu'il n'était pas fait pour contenir. Dans le cas genovese, cette sensation devait être d'autant plus forte que rien dans le quartier n'annonçait naturellement un tel drame. Les zones de crime qui marquent durablement les mémoires sont souvent celles qui violent la banalité. Elles ne surgissent pas dans un décor déjà sinistre. Elles contaminent un décor familier. Elles obligent les habitants à regarder autrement un endroit qu'ils croyaient connaître. Et l'un des premiers indices symboliques, si l'on peut dire, est toujours celui-là, la perte de l'innocence spatiale. À partir de cette nuit, l'entrée, la rue, le recoin où Kitty a été retrouvée ou attaquée ne seront plus jamais tout à fait des lieux neutres pour ceux qui savent. Très vite, bien sûr. Il y a les constatations plus tangibles, le corps blessé, les traces de la lutte, les signes d'une agression violente, la nécessité de comprendre dans quel ordre les faits se sont déroulés. Les policiers, dans les premières heures, doivent reconstituer l'enchaînement. Où l'attaque a-t-elle commencé exactement? De quel côté Kitty venait-elle? Jusqu'où a-t-il pu aller par ses propres moyens? Où l'agresseur l'a-t-il rattrapé? À quel moment la scène a-t-elle quitté l'espace visible pour un endroit plus retire? Ces questions ne sont pas de simples points techniques. Elles sont la charpente même du récit judiciaire à venir. Elles permettent aussi de mesurer le degré de volonté criminelle à l'œuvre. Car il y a une différence capitale entre une attaque fulgurante et une poursuite avec reprise de l'agression, dans le second cas. Les lieux témoignent non seulement d'une violence, mais d'une persistance. Ils montrent qu'un moment de rupture possible n'a pas suffi à interrompre la volonté de nuire. Et cette persistance est l'un des premiers indices de la nature profonde de l'acte. La scène, telle qu'on la lit alors, parle d'une victime qui a cherché fuir d'un agresseur, qui a cherché à reprendre possession de l'instant. C'est là une vérité fondamentale. Inscrite non dans les grands discours, mais dans la topographie même de la nuit, les enquêteurs. Youths, ne disposant pas encore de la lourde postérité de l'affaire. Ils travaillent dans le présent brut, dans l'urgence de comprendre. Ils recueillent les récits des habitants, les bribes d'audition. Les souvenirs encore chauds et déjà déformés par la peur, la honte ou l'incertitude. Et c'est là que surgit l'un des aspects les plus dérangeants des premiers indices. Ils ne sont pas tous matériels. Beaucoup sont humains, et donc imparfaits. Un voisin a entendu un crime ne situe pas l'origine avec certitude. Un autre a cru à une dispute. Un autre encore a perçu un mouvement, une voix. Un éclat dans la nuit, sans pouvoir affirmer toute la gravité de ce qu'il percevait. Ces témoignages précoces, pris isolement. Semblant insuffisants, ensemble. Ils dessinent pourtant la silhouette d'un drame qui n'a pas été entièrement invisible. C'est une nuance capitale. L'affaire genovese sera longtemps simplifiée jusqu'à devenir une parabole sur une foule qui n'aurait rien fait. Mais les premiers indices montrent quelque chose de plus trouble. Et peut-être de plus humainement accablant encore, une perception partielle. Morcelée, hésitante. Des gens ont compris quelque chose. Pas tout. Des fragments de réalité ont traversé les murs, les vitres, la fatigue, les habitudes. Et dans cet intervalle entre les percus et les comprises, la catastrophe s'est installée. La scène de crime est donc aussi dès le départ. Une scène cognitive, une scène où l'on ne cherche pas seulement qui a frappé. Mais comment l'événement de récupérer le voisinage. Comment il a pu rester assez ambigu pour ne pas déclencher tout de suite une réponse pleine et nette. Ce n'est pas encore la grande théorie du bystander effect. C'est plus brut, plus sale, plus concret. C'est un quartier où la nuit a brûlé la lecture du réel, où l'agression a été partiellement vue, partiellement entendue. Toute cette partialité a coûté un temps précieux.
Les premiers indices pointant déjà vers ce paradoxe terrible. Kitty n'a pas été totalement abandonnée dans son désert. Mais elle n'a pas de se curiosité dans un espace habité. Entre ces deux vérités, toute l'horreur de l'affaire commence à prendre forme. On imagine les questions posées à chaud. Qu'avez-vous entendu exactement? Quand avez-vous regardé? Avez-vous vu un homme, une voiture? Une lutte? Avez-vous appelé la police? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pensiez-vous que ce n'était pas plus grave? Ces questions, au début. Ne cherchant pas encore à accuser moralement tout un quartier, elles cherchant à fixer le réel. Mais déjà, elles ouvrant une blessure dans la conscience collective locale. Car chacun comprend qu'il ne s'agit pas seulement de désigner un meurtrier, il s'agit aussi de regarder en face une chaîne de perceptions incomplètes et de réactions insuffisantes. À mesure que les heures passent, les premiers indices se mettent à dialoguer entre eux. Le lieu où Kitty a été trouvée au secours tardivement, parler avec les récits de ceux qui ont entendu un cri. L'endroit de la première attaque parlait avec la distance jusqu'à l'entrée supposée du refuge. Les horaires reconstitués parlant avec la durée du drame. Et peu à peu, une image se dessine, non pas encore parfaitement nette, mais assez claire pour donner à tous ceux qui l'approchent la sensation qu'une chose effrayante s'est produite dans un intervalle où le monde aurait pu être pu basculer autrement. Il y a, dans toute scène de crime, un instant où le lieu cesse d'être muet. Si n'est pas qu'il parle soudain parfaitement, c'est ce qui commence à opposer une résistance cohérente aux versions vagues, aux souvenirs flous, aux justifications. Dans l'affaire genovese, cette résistance devait être particulièrement forte parce que la disposition des lieux contredisait la fable rassurante d'une solitude absolue. Le quartier était habité, les fenêtres existantes. Les crises n'étaient pas imaginaires, le refuge était proche. Et pourtant tout cela n'a pas suffi. Voilà le premier grand indice moral. Avant même les débats médiatiques, la proximité ne protégeait pas par elle-même. Elle ne vaut rien si elle ne devient pas action. Ce qui ajoute à la force de cette scène, c'est que les premiers indices n'éclairent pas seulement l'agression. Ils éclairent aussi la victime. Ils montrent qu'elle a lutté, qu'elle tente de se déplacer, qu'elle n'a pas été réduite d'emblée à l'impuissance pure. C'est une donnée essentielle et profondément poignante. La scène n'est pas celle d'un effondrement instantané, mais celle d'une résistance interrompue. Les traces de l'itinéraire, du mouvement, de la tentative de rejoindre un point plus sur sont autant de preuves silencieuses que Kitty cherchait encore la vie. Toute lecture honnête de la scène doit préserver cela. Une victime ne se réduit jamais à la position dans laquelle on la trouve. Elle inclut aussi les trajets qu'elle essaie de poursuivre, les quelques mètres conquis malgré la peur. L'effort de tenir jusqu'à une porte, jusqu'à un secours possible. Les premiers indices, en ce sens, rendant à Kitty quelque chose que les mythes publics lui ont parfois volé, son énergie de survie. Puis viennent les premiers regards extérieurs plus larges, ceux des habitants qui découvrent, apprenant, comprenant. Un quartier entier commence à voir ses propres mots comme les parois d'un drame qu'il n'a pas su empêcher. Il y a dans ces heures une forme particulière de honte diffuse. Pas toujours nommée, pas toujours assumée. Mais présente, on se demande si que l'on a entendu. Si que l'on a ignore, si que l'on a cru. Si que l'on n'a pas voulu croire, et cette honte s'attache immédiatement aux lieux. On ne regardera plus une cour intérieure, une allée, une entrée, un escalier de la même manière. La scène de crime déborde alors le strict espace policier. Elle devient psychique, communautaire. Elle contamine la mémoire des habitants. Un quartier ne se remet jamais tout à fait d'une telle nuit, surtout lorsqu'elle révèle moins l'absence des autres que leur insuffisance. Au fil des premières heures, les indices conduisent naturellement vers une figure.
celle de l'agresseur, mais avant même qu'il soit identifié. Les lieux disent déjà quelque chose de lui, ils disent la détermination. Le retour, l'exploitation des replis urbains. La capacité à profiter de l'incertitude et de la dispersion du voisinage, il n'a pas seulement attaqué. Il a agi dans un environnement qu'il a su utiliser, qu'il a compris assez bien pour se déplacer avec avantage. 6 points est important, car il transforme la scène en terrain stratégique. La ville n'est pas un simple décor, elle devient un outil du crime. SIS angles morts, SIS sous. SIS faux refuges, SIS distances côtés mais décisives participant à la réussite tragique de l'agression. Voilà pourquoi la scène de crime dans l'affaire, Kitty Genovese possédait une force si particulière. Elle ne racontait pas son seul geste. Elle racontait la rencontre sinistre entre un prédateur, une victime qui tentait de se sauver, et une architecture humaine qui n'a pas réussi à se transformer à temps en secours, les premiers indices. Pris ensemble, composant déjà la structure secrète de tout le dossier. Ils montrent une violence en plusieurs temps, une fuite inachevée, des témoins partiels, une proximité trompeuse, un retard fatal. Ils montrent surtout que le crime ne cesse pas seulement jouer contre une personne. Mais dans l'intervalle fragile à un monde habité n'est pas encore devenu un monde intervenant, plus tardif. Les journaux, les tribunaux et les chercheurs simplifieront, discuteront, nuanceront, corrigeront, mais dans ces premières heures, la scène parlait avec une brutalité presque pure. Elle dit qu'une femme essaie de regagner la sécurité. Elle dit qu'un homme l'a empêché avec acharnement. Elle dit que des signes existent. À ce point qu'on se demande comment ils n'ont pas suffi. Et elle dit enfin quelque chose de profondément déstabilisant sur la modernité urbaine. Qu'il est possible de mourir presque chez soi, sous le regard incomplet du voisinage. Dans un paysage de briques, de fenêtres et de portes qui ressemblaient à la protection. Sans parvenir à l'obtenir, c'est sûr s'y constate. Plus encore que sur les sangs ou les blessures, que la scène du crime de Kitty Genovese entre dans l'histoire. Parce qu'elle ne se contente pas de prouver qu'un meurtre a eu lieu, elle le révéla. Dès les premiers indices, une faille place vaste. Une faille l'entrevoir et taguer, entre vivre côte à côte et répondre présent. Entre la promesse silencieuse du voisinage et son accomplissement, réel coin d'une vieille réclame, dans la nuit. D'être sauvé au lendemain du crime. L'enquête ne commence pas dans la clarté, mais dans une sorte de brouillard nerveux. Une brouillard faite de sang, de fatigue. D'horaires recoupés à la hâte, de voix encore tremblantes et de cette question simple. Brutale, presque insultante dans sa simplicité même. Qui a fait cas? Et comment a-t-il pu disparaître après avoir attaqué une jeune femme presque au pied de chez elle? Dans les premières heures, la police ne possédait pas son récit. Seulement des morceaux, une victime identifiée. Un quartier secoué, des voisins qui ont entendu des choses sans tous avoir compris les mêmes choses. Une chronologie qui semble d'abord tenir debout puis se déformer à mesure qu'on la touche. L'enquête. Dans une affaire comme celle-ci, ne ressemble pas à une avancée rectiligne vers la vérité. Elle ressemble plutôt à une pièce plongée dans la pénombre où l'on tente de reconnaître les formes avant que le jour ne s'installe, les inspecteurs avançant d'abord à tâtons. Contraints de transformer une nuit confuse en séquence intelligible où l'attaque a-t-elle commencé exactement? Combien de temps dure l'ensemble? Qui a vraiment vu l'agresseur? Qui l'a seulement aperçu? Qui a entendu un cri sans pouvoir en situer l'origine? Qui a regardé à sa fenêtre quelques secondes seulement? Qui a cru à une querelle d'amoureux? Qui a refermé les rideaux? Qui a appelé? Qui n'a pas appelé? L'enquête se nourrit immédiatement de cette matière humaine profondément imparfaite. Et c'est ce qui la rend, dès l'origine, frustrante, presque irritante.
Le crime a eu lieu dans un secteur habité. Des gens ont percuté des fragments de la scène. Pourtant, les premiers témoignages ne s'assemblent pas comme les pièces d'un puzzle docile. Ils se heurtent, se contredisent, s'ébréchent. Certains voisins décrivent des sons, d'autres des silhouettes, d'autres encore seulement une impression d'agitation dans la nuit. Beaucoup n'ont vu qu'un éclat de la réalité. Un éclat ne suffit pas à fabriquer une certitude. Très vite, un climat d'embarras s'installe. Les policiers comprennent que le dossier ne sera pas seulement criminel, il sera moral, social, médiatique. La question du meurtrier est déjà inséparable d'une autre question, plus vénémeuse. Quand fait ou pas fait? Les gens autour, mais dans l'immédiat. Les enquêteurs doivent d'abord travailler comme tous les enquêteurs du monde, avec ce que la scène et les êtres violents bien laisser derrière eux. Ils interrogent, reprennent, recoupent, reviennent. La compagne de Kitty est interrogée dès les premières heures, longuement. Durement même, parce que dans les affaires violentes, le cercle intime est presque toujours examiné en premier. Si il reflète n'a rien de romanesque, il est froid, méthodique, parfois brutal dans ses effets. Ceux qui ont aimé la victime deviennent soudain des personnes à vérifier, des emplois du temps à démonter, des alibis à tester. C'est une violence supplémentaire. Moins visible que le crime lui-même, mais bien réel pour ceux qui la subissent. Dans l'affaire Genovese, si passage par le proche entourage n'est pas un détail secondaire. Il montre à quel point l'enquête commence dans la suspicion élargie. Rien n'est encore sacré. Ni les liens affectifs, ni les réputations, ni la douleur des survivants. Tout peut devenir piste. Et donc tout peut devenir soupçon. Wikipédia ou dans le même temps. Les policiers auscultent le voisinage comme on palpe une plaie, appartement par appartement. Voix après voix, ils s'essayent de recomposer la nuit. Mais plus ils écoutent, plus une difficulté apparaît. Beaucoup ont entendu quelque chose sans en saisir l'ampleur. Quelques-uns ont cru intervenir en criant depuis leur fenêtre. D'autres ont pensé que l'incident s'était arrêté lorsque l'agresseur s'est momentanément éloigné. D'autres encore n'ont compris qu'après que les crises n'étaient pas ceux d'une dispute ordinaire.